Yes, ok. Fait que bonjour, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et je suis aujourd'hui en compagnie de Marco, mon co-animateur. Comment ça va? Yes, ça va bien, Alex? Ça va bien? Yes, ça va bien aussi. Et avec nous avons Seba. Comment ça va, Seba? Yes. Ça va super bien. Je suis content d'être là. Yes, merci d'être là, man. On a eu des petits problèmes pour se connecter au début, mais là, ça va, tout fonctionne. Ouais, c'est parce que j'ai comme 3 façons différentes de pouvoir me brancher. Il fallait trouver la bonne. Là. Yes. Ouais, mais c'est tout le temps ça. Nous autres aussi, quand on a switché, on le fait live. T'sais, nous autres, on a la console, ça va bien d'habitude, mais là, fallait que moi, on s'arrange pour que moi que ça fonctionne, que mon co-animateur aussi, ça fonctionne. Là. Puis, c'est tous des changements. Là. On s'adapte. Bon, je pense que tout le monde a le même struggle. Là. N'importe quoi que tu consommes qui est fait par Skype ou par Zoom, c'est tout le temps de cette marde au début. Là. Ouais. Ça va mal. Yes, fait que je vais te laisser t'introduire un peu avec comment que t'as rentré dans le milieu hip-hop keb puis rap keb, tout ça. Hey, ça fait vraiment longtemps que je suis là-dedans. Le monde, ils ne savent pas. J'ai vraiment commencé en 94-95 même. J'étais jeune, moi. Ouais. Il y avait quoi dans ce temps-là au Québec? Il y avait Sans Pression, parce que... Il n'y avait même pas Sans Pression. Man. Ah, ouais. Il y avait... Moi, là, je me souviens, man, je viens de Terrebonne. Je déménageais à Montréal en 95. Mais je me souviens, le 31 décembre 94, j'avais un client à Terrebonne qui me disait « Yo, man, mon cousin il rappe, mon cousin fait du rap, tu vas capoter, mon cousin fait du rap. » Parce que moi, je faisais du beatbox. Puis là, j'en fais plus, mais j'étais vraiment un des meilleurs beatboxers à Montréal. J'étais fucking bon. Puis j'écrivais pas de rap. Il dit « Faut que tu viennes rencontrer mon cousin. » Puis là, finalement, c'est dans le temps des raves, le gars. Puis là, finalement, pour le 31, j'étais allé avec ce gars-là à Montréal, dans un rave. Mais il dit « On va passer chez mon cousin avant. » Puis son asti de cousin, c'était Cédric, le CDR Rika. Ah ouais? Ouais. Les gars des... Fait que j'étais allé chez eux, fait que je l'ai rencontré puis tout. Puis après, quand j'étais arrivé à Montréal, je déménageais au métro Joliette. Puis lui, Cédric habitait au métro Joliette. On s'est rencontrés au dépanneur. Puis je suis rentré au cégep. J'ai commencé à me tenir avec Org. Puis c'est ça, Org faisait des graffitis. Il a commencé à m'expliquer c'était quoi les graphes. J'ai commencé à faire des graffitis. Là, je gossais avec des noms tags. Je m'appelais Andy au début, comme Andy Warhol. Ah ouais! C'était tellement pas bon que j'étais pas capable de faire un Y. Fait que je mettais un E à la place du Y. Je me disais, le monde va le dire en anglais comme Andy, mais tout le monde disait And. Fait que là, mané, je l'ai tagué hardcore. Là, mané, je me suis mis à taguer le nom Bass. Puis je me suis repogné par la police. Puis là, j'ai fait man, faut changer de nom. La police me poursuit. Ils vont savoir que c'est moi qui tag Bass partout. J'ai pogné Bass, je l'ai écrit ça à l'envers. Ça a fait Seba. Ah ouais! Fait que c'est pas Sébastien pantoute, là. Moi, ça a pris 6 mois avant que je me rende... 6 mois, 1 mois avant que je me rende compte que Séba, c'était le début du nom Sébastien, parce que dans ma tête, c'était Bass à l'envers, en tout cas. C'est ça, fait qu'en me tenant un peu avec Cédric, moi, je faisais du beatbox, puis lui, il rappait, fait qu'on s'est fait un band, on s'appelait Ambiance Illégale. Ah, c'est nice comme nom. Ouais, c'était cool. Puis Cédric, je veux dire, il était fou, là. En 94, il rappait en gros keb. T'sais, à l'époque, le monde n'avait même pas encore découvert l'école du micro d'argent, puis MC Solar. Le monde ne savait même pas c'était quoi le français de France. Les gens commençaient à rapper en gros keb, 98-99, mais lui, il rappait déjà en gros keb avec des sacs en 94, mais même avant ça. Parce que moi, je l'ai rencontré en 94, mais le gars, il rappait depuis avant ça. Fait que j'ai commencé à écrire des textes. J'étais pas très bon parce que je comprenais pas la musique. Puis j'ai un peu lâché ça. Puis, à peu près en 98, écoute, moi, j'étais comme un petit peu plus vieux que tout le monde. J'avais comme 21 ans. Je me tenais avec du monde qui avait comme 16 ans. Là, fait que, parce que c'était rien que le monde de cet âge-là qui faisait des graffitis. Fait que c'était dans la scène des graphes. Je me suis écœuré. Je fais Chris m'a travaillé, m'a pogné ma blonde, mon appartement à fuck off. Puis, en 2000, je tripais parce que je réalisais que j'avais présenté Org à Cédric, puis j'avais présenté Mesh aussi à Cédric, puis tout ce monde-là faisait du rap, puis moi, j'en faisais pas. Puis je me réveillais la nuit, j'étais comme, Chris, je peux pas croire que je fais pas de rap, j'ai présenté tout le monde, de la scène. Puis j'étais gothique, moi, j'avais les cheveux spikés dans les airs, j'avais les yeux maquillés noirs, j'écoutais du The Cure, puis tout. J'ai fait Chris, ma voix c'est le rap, il faut que je rappe. Puis le monde t'acceptait-tu dans la culture rap, même si c'est ça que tu dégageais? Puis si je sais qu'à l'époque, il y avait genre des rivalités quand même. Non, j'étais un petit peu disparu, c'est ça, tu sais, de
de la scène de rap, de graffiti. Puis là, j'ai décidé de revenir dedans. Puis en 2000, puis ça, j'ai commencé à rapper. Là, j'ai rencontré les locaux locaux qui m'ont... J'ai rappé dans leur face. Ils ont fait « Oh, c'est cool ce que tu fais. » Puis ils me faisaient monter sur le stage avec eux autres. Oh, ouais, nice. Ouais. Hey, je capotais. Moi, là, Chris, c'est drôle. Moi, ça va faire 20 ans, là, le 11 mai, que je les ai rencontrés. Puis, ben, le jour de la mort de Dédé Fortin. Ah, ouais? C'est le jour de savoir que tu l'as rencontré. Oh. J'ai rencontré eux autres, ouais, c'est ça. Puis, 2 semaines avant, je m'étais dit, si je vais me mettre à rapper, j'ai commencé à écrire des textes. Puis, je les ai rencontrés. C'est ça, 2 semaines après, ils m'ont fait monter sur stage. J'étais comme Chris, il y a 3 semaines, je savais même pas que je voulais vraiment commencer à rapper. Là, je suis monté sur stage, je rappe devant le Club Soda à guichet fermé. Je me suis dit, tabarnak, moi, je veux faire ça, tu sais, dans ma vie. Je veux revivre ça. Je veux revivre un Club Soda à guichet fermé, mais pour moi tout seul. Là. Ah, ouais. Fait que c'est ça, je me suis mis à rapper tranquillement, puis à travailler mes affaires. Puis j'ai pas lâché depuis, là. J'aime ça. Là. C'est cool en Chris, mon gars. Ben oui, non. Tu vis-tu de ça aujourd'hui? Ouais, pas mal, ouais. Ah ouais, félicitations, man. Ben, pas pire. Ben là, j'étais supposé de vivre un peu plus. Ouais. Chris, j'avais comme tellement... David m'avait booké tellement de shows, là. J'étais supposé d'avoir full d'argent en ce moment, là. Puis, ben, full d'argent. Je voulais survivre, là. Ouais. Ben non, ben, je vis de ça. Ben, c'est sûr qu'en 2018, quand Vintage est sorti, ben, ça s'est mis à marcher un peu ça plus. a eu un gros boost, là. Ça a roulé en esti, cette chanson-là. Ah, je capotais. Tu dois en avoir entendu parler pas mal aussi. Oh. Hey, man, j'avais des frissons, je vibrais. C'était tellement émouvant parce que, tu sais, cette chanson-là, tu sais, mettons, si la chanson avait pogné autant que ça, puis ça avait été, mettons, une toune de... où est-ce que je braguais, puis tu sais, je me prenais pas un autre, tu sais, ça aurait été le fun, mais moins. Mais tu sais, c'était vraiment une toune où est-ce que c'est quand même un cadeau, un hommage au Québec, fait que ça vient vraiment du cœur, cette toune-là, puis je me souviens, j'étais vraiment ému, j'étais comme Chris, c'est cool, tu sais, les gens aiment la toune, mais comme, c'est une toune pour vous autres, c'est une toune pour le Québec, tu sais, ouais. C'est pas moi qui me fait triper à quel point je suis bon, là. C'est... En tout cas, avec ça. C'est cool. Tu trouvais-tu que c'était la tune qui représentait le mieux l'album ou que t'étais le plus fier d'avoir écrit, mettons? Ben, ouais, je suis fier d'avoir écrit ça, mais... Oui, un peu, mais dans le fond, tu checkes l'album, puis tout ce que j'écris en ce moment, c'est pas nécessairement vintage. Tu sais, j'aime ça, mais je veux quand même m'en éloigner. Ouais. Non, ce qui... Ben, je pense que ma tune préférée, c'est Magasin à une pièce, là. Ouais. Moi aussi, je l'ai beaucoup aimé. Ah oui, ça me faisait rire tantôt, justement. J'écoutais ton stock, puis j'allais justement au magasin une pièce, écoutant ta tune, j'étais comme, calé, ça rentre direct dedans. Ah ouais, c'est bon, tes beats sont solides pour vrai, c'est cool, c'est old school, là, j'aime vraiment ça. Ben non, c'est ça, c'est que moi, justement, on parlait de gothique tout à l'heure, puis ce qui m'a tout le temps fait chier, c'est que j'ai tout le temps fait du rap un peu à part, j'ai tout le temps eu un look à part. Quand j'avais mon band Gatineau, j'avais les cheveux longs, je veux dire, j'étais le sosie du chanteur de Malajube, là, je veux dire que je faisais pas très, très rap, puis j'ai tout le temps une espèce de problème de « lui, il est pas assez rap, Fait que je voulais faire un album boom bap, un vrai album de rap à 100% une fois dans ma vie, pour pouvoir dire que Chris, je fais du rap pour vrai, c'est du vrai hip-hop. C'est drôle parce que l'année où est-ce que je l'ai fait, ben ce style de rap-là, t'es comme plus rendu en mode. Là. Mais non, c'est ça. Mais je sais pas si ça représente nécessairement l'album, cette tune-là. Mais le trip, c'était de célébrer le Québec. Il y a une chanson à la fin de l'album, c'est Rivière-du-Loup. On parle des petits casse-croûtes, magasin de pièces, quand même assez québécois. Ouais. Le trip, c'était de célébrer le Québec aussi, mais sans parler de souveraineté puis d'embarquer là-dedans. Là, juste d'être québécois pour être québécois. Là. Non, c'est cool. Puis ça ressemble à quoi la scène hip-hop en ce moment? C'est-tu encore... je sais que le hip-hop est de plus en plus mainstream, là, mais je veux dire, y a souvent des shows, genre, si tu faisable de faire des shows plusieurs fois par semaine, mettons? Je ne sais pas trop. C'est moi, je suis pas tant que ça tout ce qui se fait. J'écoute bien gros du Led Zeppelin, puis... ouais, mais... c'est bon, Chris Led Zeppelin. Ouais, c'est quel, mettons, ton musicien préféré de Led Zeppelin? Man, John Bonham. Ah ouais? Ouais, il est fort, hein, Chris. Yo, man, je me promène en char, puis j'écoute juste les parts, j'isole les parties, puis j'écoute juste les parts de John Bonham, puis, tu sais... Je veux pas avoir l'air émotif, mais il y a des fois, man, je pleure, je deviens fucking ému. Je l'aime, man, c'était écœurant. C'est fucking bon. Ouais, non, c'est ça. C'est des grands, là. Ah ouais. Mais tous les musiciens dans le band. Mais est-ce que je continue?
des meilleurs bands au monde. Là. Mais faire des shows, ben, tu sais, moi, c'était un petit peu difficile parce que avant, tu sais, j'avais comme un autre booker qui bookait, mettons, les festivals, puis tu sais, les grosses, les gros festivals, les grosses places. Fait que c'était un peu difficile des fois parce que, tu sais, ces programmations-là sont souvent contingentées. Mettons, ils peuvent juste présenter 30 spectacles pendant le cadre du festival. Ouais. Des fois, c'était plus difficile. Puis là, quand j'ai commencé à travailler avec David l'automne passé, bien, il a commencé à me trouver plein de shows parce que moi, j'ai dit, ben gars, ça me dérange pas de me déplacer, tu sais, pour moins de cash. Bon, moi, je vais passer la fin de semaine à aller faire des shows, ça va être le fun. Puis ce que je veux en ce moment, c'est roder mon album, puis roder le spectacle pour quand que l'album va sortir, ben je vais avoir su ce qui marche ou ce qui marche pas en show. Puis je vais avoir le temps de me préparer, faire de la mise en scène, puis tout. Ben, c'est ça, mais avec David, c'est ça, j'arrivais à avoir une couple de shows. J'avais 2, 3 shows par semaine qui s'en venaient, mais là, j'ai plus rien. Là. Ouais, Moi, je t'ai vu au festival de bière et saveurs à Chambly. Là. Ah oui, Moi, c'était je connaissais Vintage, mais je connaissais pas beaucoup. Moi, je suis pas trop dans la scène. Ben, tu sais, j'écoute pas tant du rap, pis tout ça. Je suis plus dans le punk, le hardcore, puis tout ça. Puis, fait que j'avais été curieux, j'avais été voir. J'avais été voir ton show, mais j'aime bien ça, ces places-là, tu te prends une bière puis t'écoutes, là, peu importe qu'est-ce qu'ils jouent. Puis j'avais trouvé que t'avais vraiment une cool vibe, man, puis les beats c'était hot, puis ça se prêtait bien à l'événement en plus, là, c'était cool en Chris. Ah, c'était cool. Ben, tu sais, vous m'avez demandé, mettons, si je vivais de ça, mais tu sais, moi, on the side de ça, j'ai une compagnie d'affichage, ça s'appelle À l'affiche Montréal, puis l'année passée, ben, ça fait 2 ans, je suis le promoteur pour le Festibière. Là, ah ouais. Je mets des posters nice. Dans la vie. Mais ouais, non, c'était cool ce festival-là. C'est le dernier show que j'ai fait avec Org parce qu'on avait comme plus de show de bouquet après. Là. Fait que tu as vu vraiment le dernier show. Okay. Ouais, là, dans le fond, là, tu t'en vas plus tout seul, juste toi tout seul là, maintenant. Là. Ouais, c'est ça. Ben, j'avais des affaires un peu plus personnelles aussi à développer, puis des affaires, puis je voulais faire des beats, fait que je m'en vais un peu plus tout seul pour le prochain album. Là. Mais c'est aussi, c'est que moi, j'ai eu d'autres formations, puis souvent, quand j'étais avec Org, ben, je peux pas faire les tunes de mes anciennes formations, ainsi de suite. Fait que là, en partant solo, ça va me permettre de pouvoir faire des medleys de telle formation, de pouvoir... Toucher à tout ce que tu as fait. Là. Ouais. J'ai un band, Cargo Cult, on a sorti un album, on a juste 10 chansons, puis avec Org, on a 11 tunes. Fait que, mettons, quand je fais un show avec Org, je peux juste faire 50 minutes de show. Avec Cargo Cult, je peux juste faire 35 minutes de show. Mais moi, tout seul, mon œuvre, j'ai 3 heures de spectacle. Ouais. Un peu là-dedans. C'est ça, c'est pas mal de travailler tranquillement puis d'écrire des textes. Là. Ouais, puis ça va te donner une plus grande liberté aussi de ton bar. Là. Si tu veux parler de quelque chose, ben il n'y a pas une autre personne qui a besoin de s'afficher à ce que, mettons, que tu écris ou quelque chose de même s'il aime moins ça. Là. Ouais, c'est ça aussi. Ben, j'ai jamais senti vraiment de censure dans mes bands, mais des fois, mettons, ce qui est difficile, c'est que souvent, mettons, il faut tout le temps que tu parles pour 2. Ouais. Mettons, si tu es avec quelqu'un qui ben, je sais pas, je donne un exemple, je ne veux pas parler de politique, mais mettons, si moi je suis pour la souveraineté puis l'autre personne est contre la souveraineté, ben je peux pas faire une tune sur la souveraineté parce que l'autre, il aime pas ça, fait qu'il faut tout le temps être consensuel. Ben, j'ai jamais vraiment vécu ça dans mes projets, mais c'est juste ça permet une grande liberté. Puis j'écris beaucoup, fait que j'aime ça prendre mon temps, réécrire mes textes, réécrire mes affaires. Des fois, je prends 1 an à écrire une affaire. OK. Ah ouais? Pour une tune, ça? Ouais, parce que le prochain album, c'est vraiment c'est pas des jokes, c'est pas du rap humoristique, mais c'est des punchlines quasiment à toutes les lignes. Fait que c'est vraiment de l'humour. J'ai suivi 2 formations à l'École nationale de l'humour. Oh ouais! Ouais. Nice. En quelle année, genre? Cette année. Ah, cette année? Ah ouais! Ah, good job. Pour l'album. Fait que tu sais, je fais un punchline. Fait que c'est ça, là, je retravaille. Fait que des fois, t'es avec quelqu'un, il dit « Ah, elle est bonne la tourne, c'est fini, c'est correct, arrête. » Mais je suis comme « Ben non, je peux aller. Je peux être meilleur que ça. » C'est ça. Fait que ça me permet un peu ça, mais là, je suis dans la composition, mais c'est sûr que là, bientôt, je vais commencer à rencontrer du monde pour jouer la bass, rajouter le scratching, ça. Puis, t'as fait quoi? Oh, vas-y. Non. Je me demandais, c'est quoi? T'as-tu fait les cours de soir, dans le fond? Ou t'as fait... Ouais? T'as-tu aimé ça? Ah ouais, vraiment, vraiment. Mais c'était fucking dur parce que moi, j'étais habitué que... T'sais, mettons, je fais mes tunes, puis là, le monde m'aime en show, même déjà quand ils viennent me voir, ou quand je fais du slam, je suis quand même super bon en slam, fait que tout le monde,
capotent sur moi quand je suis en slam. Mais là, tu arrives là-bas, puis ton texte, t'as une semaine pour écrire ton texte, puis c'est vraiment pas bon, puis là, tout le monde t'attend qu'une brique puis un fanal, puis il y a un soir, genre, comme je voulais arrêter, j'ai quasiment parti à pleurer. Hein, c'est clair. C'était dur. Ah, c'est dur, hein? Fucking dur, là, c'est fucking dur. Puis c'est des affaires pour lesquelles je suis pas habitué puis... C'est clair, puis en plus, parce que tu sais, j'étais supposé avoir une réaction, mettons, à toutes les 5 secondes, là, t'en as pas, là, tu perds confiance en toi, là, t'es comme un tabarnak, je t'ai chié, faut que je finisse, tu te sentais comme une pute un peu qui suce un gars, là. C'est dur, c'est fucking dur, man, c'est une des affaires les plus dures que j'ai eues, là, c'était vraiment fucking déprimant, c'était vraiment déprimant, mais ça m'a permis d'apprendre bien des affaires, tu sais, à faire des punchlines, des procédés humoristiques. Ah, c'est sûr. Parce que ce que je veux, c'est. Je veux faire un show où est-ce que je vais pouvoir parler un peu plus entre les tunes. Fait que je veux écrire, mais comme des stand-up un peu. Parce que souvent, mettons, je vais présenter. Mettons, je fais une tune de Magasin de pièces. Mais là, quand je vais finir Magasin de pièces, je veux faire une espèce de monologue sur le Ikea, puis sur les achats, sur les dépendances. Puis après, je veux faire ma tune sur une autre dépendance. Fait que c'est. Créer des liens, des meilleurs liens, des chansons, tout ça. Ouais, puis pas juste faire comment l'autre tune, je l'ai composé. J'étais à Port-Joli. Tu l'écris même, c'est des punchlines. Je veux que ça soit bien écrit. Je veux vraiment monter un show. Là. J'avoue que c'est souvent la lacune dans les shows de musique, mettons l'entre-tune, genre. Tu sais, c'est bien rare. Même quelqu'un, un musicien que tu vas trouver drôle, ça va être genre. Tu sais, ça sera jamais comme des gros rires. J'avoue que ça pourrait te démarquer en plus de faire ça. Là. Ben oui. Puis, ça a été difficile avec Org aussi parce que. Tu sais, des fois, on arrivait en show et on avait comme pas pratiqué. Fait que là, je savais pas quoi dire des fois en des tunes. Là, lui, il savait quoi dire. Fait que là, des fois aussi, là, je l'ai moins, mais comme durant pas cette année, mais les 2 autres années d'avant, je bégayais super gros. Fait que là, j'arrivais entre 2 tunes, puis j'étais comme, asti, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce qui se passe? Là, je regardais Org, il se mettait à parler. Puis là, tu sais, comme, quand il avait fini de parler, on partait à la tune. Fait que des fois, entre les tunes, je savais pas si je m'en allais. Je sais pas. Ouais. C'était pas. T'as pas ça que devenait un peu comme une béquille, genre, pour toi? Ouais, c'est ça. Ah, mais ça me fait penser, il y a... Ben, c'est pas partout dans le même genre, là, mais il y a Roxane Bruno qui fait ça aussi. Qui fait un show. Son show, c'est semi-musique, semi-humour. Il a dit des fois, je peux être comme 20 minutes à jaser avant qu'on starte une autre tune. Mes musiciens trouvent ça long, mais je trouve que c'est une bonne idée, là, je trouve, d'apporter ça. Là. Ben, c'est le fun aussi quand c'est écrit par exemple, parce que maintenant, c'est longtemps. Maintenant, je suis allé voir un show d'une fille à Saint-Félicien. Il y avait un festival. Puis écoute, à un moment donné, c'était comme 20 minutes, 40 minutes entre les tunes. Elle contait des histoires. Je dirais pas c'est qui, mais tabarnak. Tout le monde capotait dans la salle. Puis la fin de tune, après, un autre 25 minutes. Puis c'était vraiment des 25 minutes, là. C'est pas de l'exagération, là. C'était fuck! Non, man! C'était un show genre de 4 heures. Ça soit bien dosé, là. 4 heures? Ah non, 4 heures? C'était fucking long, man. Non, mais une façon de parler, mais... Tabarnak! T'as le temps de débosser sur le moche, style, là. Ben ouais. Ça a pas de... Ah, mais c'est quoi? Un homme d'expérience. Excusez. Ouais. Ça a juste fait un malaise. Non, ben, tu veux-tu nous parler un peu de ton... Justement, t'en parlais pas mal que tu te concentres sur ton écriture. Tout ça, c'est quoi tes inspirations, puis ton procédé d'écriture, puis tout ça? Je sais pas. Je m'inspire de rien. Je m'inspire, mettons, moi-même, du quotidien. J'écoute pas nécessairement d'autres rap, ni des... Mais c'est bien gros l'humour, comme j'ai dit. Je check les punchlines. J'ai écouté pas mal des stand-up. Mais c'est plus, je vais vraiment chercher ça dans moi. C'est ça qui est bizarre, c'est que je suis vraiment inspiré par moi-même. Et ce que j'aime, c'est les petits sujets qui vont toucher bien gros les Québécois. Je ne veux pas nécessairement parler de moi. Ce que je veux, c'est que quand quelqu'un écoute la toune, qu'il se sente concerné. Je veux vraiment parler au Québec, pour que les Québécois me comprennent. Admettons, des fois, c'est difficile quand tu vas à l'urgence, à l'hôpital. Pas à l'urgence, mais les cliniques, là, les salles d'attente. Fait que j'ai commencé à écrire de quoi là-dessus. Fait que c'est de quoi que tout le monde relate, ben gros. Fait que c'est ben gros des sujets comme ça, ben gros, magasin de pièces.
tout le monde va au magasin de pièces, tout le monde est concerné, tu sais, les enfants, les parents, les vieux, tu sais, vont se sentir concernés. Fait que c'est bien gros ça, mon inspiration, là. Ok. Ben gros, là. Tu te rappelles-tu le premier album que tu t'es acheté avec ton argent? Je me souviens du premier album que j'ai volé. Oh ouais, que t'as volé. Ça marche aussi, ça marche aussi. Non. Le premier album que j'ai acheté avec mon argent, moi, j'étais vraiment un fan de films américains des années 20, 30, 40, quand j'étais adolescent, ouais. Puis, il y a un compositeur, George Gershwin, qui a composé An American in Paris. C'est un film avec Gene Kelly, le gars qui joue dans Singing in the Rain. OK. Tu sais, genre. Puis, fait que j'avais vu le disque compact dans un magasin. Puis, c'est ça, j'ai ramassé. Ah non, c'est pas vrai! C'est fucking pas vrai! C'est le premier disque compact que je me suis acheté, mais comme, écoute, j'étais tellement dans la merde que je ramassais des 5 cents, des 10 cents qui traînaient chez mes parents. Je ramassais des bouteilles, ça m'a pris genre 3 mois, puis j'étais allé m'acheter le disque compact. Non, je me suis mis à vendre. C'est drôle, parce que je pensais exactement à ça tantôt. En 87, je passais le journal, je passais à la presse. Puis avec l'argent de la presse, j'étais allé acheter la cassette de U2, Joshua Tree. OK. Puis c'est ça. Puis là, à chaque paye de la presse, j'allais m'acheter un album de U2. Puis j'ai acheté Joshua Tree au printemps. Puis U2, dans ce temps-là, c'est ça, c'était Joshua Tree. Ça commençait à, je sais pas c'est quoi le premier album, là, mais il y avait juste comme 8 albums. Puis je me suis dit, OK, je vais m'acheter toutes les cassettes. Puis quand on va arriver au mois d'octobre, je vais acheter la dernière cassette de U2 qui me reste à acheter, qui s'appelle October, en octobre. Fait que c'est pas mal ça. C'est l'œuvre de U2 que ouais. C'est drôle, ça m'a fait exactement la même affaire avec Kiss. Genre, je travaillais pour mon père, puis il me donnait pas beaucoup d'argent, mettons, parce que j'avais genre 12 ans, mettons. Là. Il y a toutes les calices de paye, j'allais m'acheter un CD de Kiss, genre. Ouais. C'est cool à partir dans un boss de même. Ouais. Mais je sais pas, on dirait qu'après après ça, tu finis par découvrir d'autres trucs, mais au début, tu sais pas par où commencer. Fait que, I guess, c'est comme quand t'arrives devant un frigidaire de microbrasserie, pis t'es comme, bon, on va essayer cette marque-là. Puis... C'est drôle que tu dises Kiss parce que moi aussi, on parle de premier album, puis c'est drôle parce que quand j'étais enfant, mon frère, il a 4 ans de plus vieux que moi, puis il avait reçu pour sa fête l'album Alive 2 de Kiss en vinyle. Ah ouais. J'avais 4 ans. Puis c'était le premier album qu'on avait, tu sais, mon frère, le premier album un peu métal, tu sais, qu'on avait chez nous. Puis nos amis, ils venaient. Puis écoute, j'avais 4 ans, le monde venait chez nous, genre, puis je mettais le disque de Kiss. Mon chum Beaulieu, il capotait. On était élevés en esti. Ah ouais. Fait que ça a été le premier album, tu sais, que moi et mon frère, on a possédé, là. Ah ouais, c'est cool. On a de quoi en commun un peu. Ah, c'est nice. Toi, Alex, ce serait quoi ton premier album? Mon premier album, c'est un album de Bérurier Noir. Ah ouais? Ouais. C'était souvent Fauche, toujours Marteau. Ouais, c'est ça. Je me rappelais plus du titre de l'album, j'étais allé le chercher, justement. Souvent Fauche, toujours Marteau. Et moi, mais pourtant, la phrase, elle se dit bien en anglais. Souvent Fauche, toujours Marteau. Mais moi aussi, moi, c'est de ma soeur que ça sortait. Là. Ma soeur, on a 8 ans de différence. Elle est plus vieille que moi de 8 ans. Puis ça, j'avais comme 8-9 ans. Puis elle écoutait du gros punk. Puis tout ça. Fait que Bérurier Noir, ça a été dans mes premiers albums que j'ai acheté. Je pense que c'est lui vraiment le premier. Ah ouais? Ouais. Tu l'as-tu réécouté dernièrement? Ah j'écoute tout le temps du Béru. Ah ouais, tu l'écoutes encore? Ah ouais, j'aime ça. Nice. Ouais. Pas mal toute leur œuvre qu'ils ont faite. Puis ici, c'est un punk un peu différent aussi. Ouais. Avec, tu sais, il n'y a pas de drummer. C'est un big box qui joue. Ouais, ça, fait que j'ai toujours aimé ce côté-là différent qu'il y avait. Mais c'est pas tout le monde qui aime ça. Là. Ouais, moi, tu vois, je pense que c'est probablement le drum machine dans Béru qui fait que j'ai genre. Ça m'agresse, genre, je sais pas pourquoi. Tu sais, il y a bien des affaires avec du drum machine, ça me dérange pas, mais Béru en particulier, je sais pas pourquoi. J'avais bien des chums qui écoutaient ça, puis ils en mettaient souvent, puis je sais pas, ça m'a tout le temps. J'ai tout le temps eu un peu de misère avec du Béru. Moi, au début, j'haïssais ça. Ma première blonde, elle a trippé là-dessus, puis j'haïssais ça. Ah ouais? Juste il y a à peu près comme 10 ans, 15 ans, je fais tabarnak que c'est bon. Ah ouais, nice. Il y a des bons textes, puis tout aussi. Là, c'est plus loin que la musique. Là, c'est pas des musiciens extraordinaires, là, mais c'est les textes. Là.
C'est vrai. Les premiers temps que j'étais DJ dans un bar à Taverne Saint-Sacrement à Montréal, c'est fucking drôle ce que je faisais. C'est que je mixais en même temps, mais avec mes faders, je mixais Salut à toi Ouais. de Beru. Puis c'était l'année de Gangnam Style. Ou pas Gangnam Style. Ouais. J'ai écrit ça ensemble avec le drum de Gangnam Style. Puis là, c'était fucking drôle parce que ce bar-là, ça a été ouvert par des punks puis tu sais, des rockers. Puis il y avait beaucoup de douchebags qui venaient là. Et puis là, je partais de Gangnam Style. Puis là, t'avais les douchebags qui dansaient. Puis maintenant, je faisais Beru. Puis là, t'avais les douchebags. Il y avait comme un malaise. Si on danse-tu? Puis là, t'avais les punks qui embarquaient. Fait que là, les deux ils dansaient en même temps. Puis ils se regardaient. C'est comme Chris, Gangnam Style. Puis Beru, man. C'est à l'opposé du spectre. Ouais. Moi, j'étais comme Ouais. Ben, c'est drôle, vous parlez de rap. T'sais, moi, sérieux, ma culture, un de mes bands préférés à vie, c'est Crass. Je trippe sur bon, NoFX, Led Zeppelin, Van Halen. Je trippe sur quoi, man? J'ai Sonic Youth, Beastie Boys. Ah ouais, c'est bon. Ma culture est très punk. Moi, on dit quand j'ai commencé à faire du rap 94, mais moi, de 94 à 96, à Terrebonne, d'où je viens, ben, j'avais un band de punk, tu sais. Ah ouais? Oui, puis on prenait du gros. Alex, je pense qu'il gère. Ah non, je suis toujours là. Non, pas Alex Marco, Ok. bon. Ah, ça se peut, ouais. C'est peut-être ça, je vais essayer de. Ça se peut, mais son son est toujours là. C'est ça le plus Ouais. important. Excusez les gars, mais je vous suis. C'est drôle, je me regarde, je suis comme un amalgame de vous deux. C'est vrai, hein? C'est vrai, en crise. On va mettre Marco Alex. Oh, ouais. Yes. Oh, bon, un silence. Je pensais qu'elle n'avait pas fini de parler. Mais tu disais que tu jouais du punk avant. Tu faisais quoi dans ton band? T'étais-tu chanteur aussi? Ouais, je chantais. C'est fucking drôle parce que je savais pas vraiment écrire des paroles puis je comprenais pas nécessairement l'anglais. Fait que j'écrivais des affaires en anglais, mais c'était n'importe quoi. Là. Je pense qu'on a tous passé par là aussi quand on était jeunes. Ouais. C'est drôle parce que je me souviens, il y avait une toune de NoFX. J'avais commencé à l'apprendre, puis je la savais pas par cœur. Puis maintenant, j'ai fait un show, puis il y avait une fille en avant, elle savait la toune. Puis là, j'étais comme ah! Je mettais le micro pour qu'elle chante avec moi, mais j'étais même pas capable de chanter paroles. Mais elle était comme ouais, il me fait chanter paroles. Je sais même pas. Ah ouais. Il y a le truc des pop stars des années 80 qui sont plus capables de. Tu sais, mettons Bon Jovi. Wow, living on the prayer. Wow, wow. Ouais. Ben, j'étais allé voir Dépêche-moi de m'amener. C'était encore le forum, je pense, au Centre Belge, je sais pas trop. Puis Chris, il était tellement pas capable de chanter qu'il commençait. Puis, Ouais. Il donne tout le temps le mic, là. C'est clair. Ben, c'est drôle, ce show-là. À un moment donné, en plein milieu du spectacle, maintenant, il se passe plus rien. T'as le chanteur David Gahan qui est couché sur le stage. T'as les médecins qui arrivent avec les maglights d'en face. Rire, si tu vas en arrière, paf, là, t'as l'autre, t'as Martin, vous connaissez un peu Dépêche-moi, non? Ouais. Moi, je connais pas beaucoup, mais c'est pas grave, mais. L'espèce de. Il y a un compositeur là-dedans qui a les cheveux frisés, c'est lui qui compose toutes les tunes à la base. Fait que c'est lui qui a fini le show, il a tout chanté le reste du show. Je sais pas pourquoi je comprends. Les gars, il a fait un overdose, c'est-tu? Ouais, c'était à l'époque, tu sais, comme quand il avait les cheveux plus longs, en 94-95, ça allait pas bien. Fait que. Il était vraiment dans le dos. Puis la veille, il avait joué à Québec. Puis il s'était battu. Ça allait vraiment fucking pas bien. Là. Ouais. Pourquoi je compte ça? Bah, c'est intéressant, tu. Non, on jase de tout et de rien. Ah ouais. On te l'a dit en partant. Ah ouais. Yes. Hey, t'as-tu des shows, mettons, un show mémorable que t'as fait ou des places que t'aimes vraiment aller jouer? Il y a de quoi? Une place dont je m'ennuie, c'est l'asile à Joliette. OK. J'ai fait des shows mémorables là. Les places où j'ai vraiment aimé aller jouer, c'est aux Haricots. À Saint-Hyacinthe? Ouais, C'est parce cool que- bar, ça. Hein. Ben oui. Quand j'allais au cégep à Saint-Hyacinthe, j'étais en production théâtrale au cégep, et on était tout le temps là, mon gars. Ah ouais, là, c'est cool. Ben, ce qui est le fun aussi, c'est que il y a la boutique de disques à côté. Fait Ouais. que, tu sais, eux, ils éduquent le monde. Je me souviens, moi, puis avec mon Ben Gatineau, on avait sorti un CDR avec 4 tunes. OK. On avait lancé ça, on l'avait envoyé le lundi. Puis on jouait aux haricots le vendredi. Puis on est arrivé. Puis tout le monde chantait les paroles par cœur déjà. Ah, c'est hot, ça. Parce qu'il y avait cette culture-là. Mais tu fais encore du théâtre un peu? Non. J'avais commencé, mais j'ai pas fini.
suis pas fini. J'ai trouvé que c'est un cours qui est long. Là, en production théâtrale, c'est 4 ans à Saint-Hyacinthe. Puis la première année, moi, je voulais faire du son. Puis c'était ça. Je savais que c'était ça que je voulais faire. Puis je faisais de la couture. Puis des cossins de même, mon gars. J'ai dit, c'est pas pour moi. J'avais l'impression de perdre mon temps. Là. J'ai fait 1 an. Puis pas touché à une console, rien. Là. C'est quand même drôle que tu se sois tourné vers le théâtre en voulant faire du son. Ouais, mais c'est une bonne école, c'est une bonne école. Ouais, puis, c'est en production. Fait que je me disais, Chris, quand tu lis la fiche des cours, tu l'as, le son, puis tout ça. Fait que c'est pour ça que je voulais m'enligner là-dessus. Puis moi, j'ai fait du théâtre longtemps quand même. Fait que je voulais comme peut-être être dans cette branche-là, mais finalement, c'était trop, là. Ouais, t'as fait du théâtre comment? Ben, ça m'intéresse. Moi, j'ai travaillé 10 ans de temps dans le théâtre. Là. Moi, j'ai fait du théâtre amateur à Chambly, justement. Ah ouais, ok. Au Café Théâtre à Chambly, là. J'avais bien du fun, là. J'ai toujours trippé là-dessus, mais je suis pas assez extraverti, je pense, pour le milieu théâtral. Moi, je pensais que j'étais wild un peu, là, mais quand j'ai rentré à Saint-Hyacinthe, mon gars, le tabarnak, j'ai vu que j'étais bien normal puis j'étais un gars plate dans la vie. Là. Ah non, c'est ça. Ça doit être gênant quand même de jouer puis de te le donner à fond. Tu sais, j'imagine une année, tu dois avoir de quoi qui se passe, que genre t'es comme capable de commencer à le faire, là, mais tant que t'as pas pété ta coquille, ça doit être difficile. Tu sais, j'aimais ça, j'ai toujours aimé comme me déguiser, puis quand j'étais jeune, puis tout ça, puis me prendre pour, tu sais, jouer des personnages, des affaires de même. Tu sais, quand j'étais petit kid, là, les estis d'affaires de pièces de théâtre qu'on présentait poche à nos parents, là, je l'ai fait en esti, moi, quand j'étais jeune. Là. Mais... C'est qui devait trouver ça cringe, pareil, avec le recul, là. Ouais, mais... Je vais leur faire endurer de la style de merde. Là. Puis même quand ils venaient nous voir au théâtre à Chambly, là, c'était pas tout bon. Là. Ouais, mais mon premier rôle que j'ai joué Moineau dans Zone. Ah ouais. De Marcel Dubé. Ouais. J'avais joué Moineau. Ouais. Aïe, c'est fucking hot. Ouais, c'était cool. T'as-tu déjà joué, toi? Ouais, j'ai fait une fois une pièce de théâtre. C'est une catastrophe, là. On avait joué Les héros de mon enfance de Tremblay. OK. Puis je jouais le loup, mais écoute, c'était n'importe quoi. C'était une fille qui voulait faire de la mise en scène, mais qui n'avait aucune expérience. Fait qu'on l'a pratiqué dans une maison des jeunes. OK. Et moi, je connaissais la fille qui s'occupait de la maison des jeunes. Tu sais, j'étais plus jeune, mais comme il m'avait mis dedans, là, vu que j'étais un ami, puis tout. OK. La metteur en scène était tellement conne, esti. Pendant tout l'été, on a pratiqué la pièce de théâtre, mais on a juste pratiqué l'acte 1. Fait que là, le soir du show, on est arrivé, puis personne avait appris par cœur l'acte 2 puis l'acte 3. On l'avait jamais lu. C'était n'importe quoi. Fait que on a fait l'acte 1, puis on est arrivé, mettons, en plein milieu du show, puis on s'est regardé, puis il n'y a personne qui savait le texte, puis on a arrêté la pièce, mais devant tout le monde, c'était vraiment une catastrophe. C'est génial. On a choqué en même temps. Ouais. Ben, c'est ça. Moi aussi, je pensais de faire du théâtre dans la vie, puis... ça m'a fucking débuzzé. Là. Je me suis dit, les prochaines fois, je vais écrire mes propres textes à moi et apprendre mes affaires par cœur. Ouais. Ben, Chris, qu'il faut avoir de la confiance pour faire ça. Là. C'est incroyable. Ben, juste pour monter sur un stage, point. Il faut avoir de la confiance. Puis quand tu fais comme du rap, on parlait avec... il y a 2 semaines, on a reçu Noé Talbot, qui est rendu Salmine là, aussi, là, qui fait du rap à cette heure. Puis ça qu'il disait, il dit, je me suis jamais mis à nu comme dans le rap. T'sais, il dit... T'es tout seul, c'est tes affaires. C'est vraiment intense pour ça. Là. C'est toi aussi, je veux dire, comme... Tu sais, j'étais en train de lire un livre sur le rap, mais tu sais, ça parle de ça, puis je le sais déjà, tu sais, le rap, c'est pas mal... Tu sais, mettons, tu chantes, mettons, du Noé Talbot, mettons, on peut dire, ah, ma blonde me laissé, mais sa blonde l'a jamais laissé, mais dans le rap, tu sais, c'est toi, tout le temps. C'est ça. C'est ça qu'il nous expliquait. Ouais. Il pouvait aller dans des textes plus profonds, puis plus personnels. De ce côté-là, mais c'est ça qu'il trouvait dur à faire en show, par exemple. C'est sûr, là, tu le présentes, tu te vides, là, tu sais, pis t'as peu que le monde, il pense même pas au fait, tu sais, les autres écoutent la toune, pis des fois tu fais comme une dissociation entre l'artiste et la toune, genre, tu sais, peut-être, mais c'est sûr, quand tu le présentes, tu le vois pas de même en crise, là. Ça doit être difficile quand même. T'as-tu essayé de faire du stand-up, justement? T'as-tu essayé de faire des open mic? Pas encore. Ben, j'en ai fait 3, mais c'était avec des textes, mes textes de rap humoristiques, là, mais pas direct. Là. C'est ça, c'est que j'écris, j'essaie d'écrire, mais
c'est que moi, je suis habitué qu'à chaque fois que je parle, mettons, en show, je suis comme, tu sais, j'ai une rythmique, puis je rime à chaque temps de syllabe. Puis là, quand c'est l'humour, parler normalement comme je parle en ce moment, je ne sais pas comment faire ça en show. Là, je parle parce que c'est pas écrit, mais parler de manière hyper naturelle, en ayant écrit. C'est le delivery qui est dur à pogner. C'est ça, mais j'ai pas encore eu le temps parce que là, l'affaire, c'est que je voulais écrire le show, tu sais, comme mes interventions, puis les paroles, des tunes, puis les beats. Puis là, je fais les beats, je fais les textes. Maintenant, ça devient compliqué. Fait que je me dis, quand je vais avoir fini toutes mes chansons, ben là, je vais commencer plus à écrire les stand-up. Mais j'ai toutes mes idées, j'ai vraiment plein d'affaires d'écrites. Je sais à peu près si je m'en vais. Pour ton show, tu veux aller les roder aussi, un peu comme ils font dans l'humour, aller roder dans un petit open mic, puis ces affaires-là? Oui, je vais essayer de faire. Ouais, je vais essayer de faire ça. Vraiment la démarche. Là. Ouais, parce que si t'es. Bon, je m'excuse. Je sais pas. Avec David, c'est ça qui me bouquait des shows. C'est ça, c'est pendant la prochaine année, je veux vraiment faire du rodage. Pour ça, je pars en tournée avant que l'album sorte aussi. C'est pour roder mes textes, roder mes affaires entre les deux. Fait que je veux dire, ça va être moins difficile pour moi de roder un 5 minutes si on vient voir un de mes shows d'une heure à moi, parce que les gens qui sont là m'aiment déjà, sont prêts à n'importe quoi, puis s'attendent tellement pas à ça qu'ils vont me trouver drôle, même si je suis pas drôle. Tandis que si tu vas faire un 5 minutes dans une soirée d'humour, le monde, la scène d'humour, ils ne connaissent pas nécessairement. Ils savent pas je suis qui, ils vont faire Chris, t'es qui. Mais oui, c'est sûr, je veux rôder des affaires, mais la dernière session à l'école, ça m'a tellement fucking traumatisé, j'ai fait fuck it. Ouais, ça doit tellement être difficile. Là. Ça doit être gratifiant quand ça va pas bien, mais quand ça va mal, là, c'est que ça doit être la pire affaire que tu peux vivre là, pour elle. Ben non, peut-être pas. Il y a clairement pire. Là. Tu pourrais te faire violer par 4 gars, là, mais. Mais il y a plein d'affaires différentes. Tu sais, on parlait tout à l'heure justement, tu sais, comme quand j'ai dit, tu sais, moi j'étais une super bête de scène avec mon ancien band Gatineau, puis je suis fucking drôle quand je fais du slam, des soirées de slam, je suis vraiment drôle, le monde tripe, je me sens bien. Mais quand c'est le temps de lire justement, tu sais, du stand-up en classe, j'ai peur, je suis pas bien. Si je fais du théâtre, je suis pas bien. Fait que je pense que c'est ça. Il y a plusieurs formes d'humour. Là, je fais partie du podcast La Paire d'écouteurs. OK, ouais. Je fais une chronique vintage à l'os, puis je pogne des journaux, puis là, je fais des punchlines. Je pogne des vieux journaux des années 60 puis 70, je les lis, puis je pogne des punchlines là-dedans, puis là, je suis vraiment à l'aise parce que je le lis. Cette forme d'humour-là, où est-ce que je suis pas impliqué, tu sais, c'est pas moi, il fait comme, hey, je me suis levé un matin, moi et ma blonde, on s'est chicané, là, je suis allé dans le char, je suis revenu, puis tu sais, comme là, tu crises des jokes, je n'avais pas sorti les vidanges, j'ai pas dit. Tu sais, genre, ce genre d'affaire-là, moins à l'aise, mais tandis que si je dis, hey, Charlebois en 71, il pensait à se couper les cheveux, tu sais, tu fais des jokes là-dessus, ça devient. Tu sais, si ça m'implique moins, je me sens mieux. C'est ça, tu sais. Peut-être que Noé Talbot, lui, c'était un cas de parler un peu plus de lui, mais moi, plus que j'avance dans mon œuvre, moins je veux parler nécessairement de moi, ça m'intéresse pas. J'ai fait des soirées de slam à un moment donné où est-ce que il y a à peu près 4 ans, 5 ans, j'essayais d'être en amour, puis ça marchait pas. Je rencontrais une fille, ça marchait pas. Puis là, j'avais écrit des textes. Ah, les filles m'aiment pas, ça marche pas. Puis je suis arrivé à m'amener dans une soirée de poésie pour lire ça. Puis je fais, c'est-tu que je suis déprimant? Chris, que c'est plate. Ça ne tentait même pas de le lire moi-même. Puis c'était une peine que j'avais vécue il y a 6 mois. Puis là, de revivre cette peine-là, cette blessure devant le monde, ça m'intéressait pas. Pas par pudeur, mais je trouvais juste ça fucking plate. Non, fait que de plus en plus, c'est ça, dans mon art, je vais parler des affaires qui sont moi, mais pas nécessairement de moi. Tu sais, comme magasin une pièce, oui, c'est moi, mais jusqu'à quel point c'est moi aussi. Il y a un personnage. Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est de faire rire, puis des personnages. Je suis pas nécessairement intéressé à parler de moi, mes émotions, puis c'est ça. Tu vas peut-être avoir plus de plaisir à les jouer longtemps aussi, j'imagine, avec ça. Tu sais, genre dans 10 ans, comme tu dis, il y a des trucs que tu files plus. Là. Ben même aussitôt que ça commence à être émotif puis un peu lent, moi, ça m'emmerde. Tu sais, comme admettons avec Org, sur l'album, on a une chanson qui s'appelle Rapper Chauve. Tu sais, je parle que j'ai plus de cheveux, puis il y a des punchlines dans la tune, mais vu que le beat est un peu plus calme, puis je fais comme tu sais, vous savez, moi, non, faut que je m'accepte. Je trouve ça plate. Ça me tente pas, tu sais, je m'emmerde, je suis comme c'est plate. Moi, tu sais, c'est comme Crash, justement, comme Beru, tu sais. Faut que ça y aille, ouais, c'est ça. Moi, j'écoute la musique et je fais du vélo puis je roule. Ouais.
sais, c'est une petite toune de « Ah, moi, j'ai plus de cheveux, c'est donc bien triste. » Je m'en calisse. Mais même à consommer, mettons, genre, si t'écoutes si t'écoutes un album, mettons, pis qu'il y a des tunes un peu plus deep dans l'album, c'est des tunes qui te parlent moins aussi, genre? Ah, ça me parle, ça me parle moins. Ah ouais? Ouais, c'est pour ça que je capote sur Led Zeppelin. C'est justement Beastie Boys aussi. Ouais. Ah, ça, c'est. Même- Attends. Je suis retombé dernièrement sur Ill to Communication. J'avais jamais écouté au complet, man. Je suis tombé sur la tune Root Down. Je sais pas si vous la connaissez, là. Ben oui. Tabarnak, la groove est malade dans cette petite tune-là. J'ai tous les remixes en vinyle de ça. Oui, c'est mon band préféré à vie. C'est Ah ouais? Beastie Boys, après Sonic Youth, après The Cure. Là. Puis il s'est passé de quoi? Je vais juste compter une affaire. C'est que, man, si j'ai à côté de moi, c'est drôle parce que toute ma collection de compacts est cachée dans ma shed en arrière à l'autre bout de mon appart. Ah, Chris, c'est même pas ça, va chier. Je pense, oh non, c'est là. En 2011, je travaillais à l'usine C, Ok. le théâtre usine C, puis j'étais placier. Puis le gérant de salle, il me dit, yo, il dit, tu sais pas qui c'est qui est là aujourd'hui. Parce qu'on enregistrait Funny as Hell. C'est une émission pour Just for Laugh Ok. en anglais. Il enregistre ça, puis il diffuse ça. Puis il y avait une fille bien en chair qui venait faire un numéro d'humour. Puis cette fille-là est supposée de faire du rap, mais finalement, elle fera jamais de rap parce qu'elle est tellement saoule qu'elle fait d'autres affaires. Mais son DJ, qui jouait le rôle du DJ, c'était fucking Ad-Rock des Beastie Boys. Ah ouais? Puis le gérant de salle, il dit, yo, il dit, man, Ad-Rock des Beastie va être là. Je suis retourné chez nous. Je dis, faut que tu me permettes de retourner chez nous, man. Puis j'ai rencontré Ad-Rock ce soir-là, man. Ah ouais? Yo. Ah, c'est pas lui. J'ai rencontré Ad-Rock ce soir-là. Puis il a signé tout. Ah ouais? Oh, nice. Nice, mon gars, man. C'est que je l'ai pas rencontré. Nice. Avec plein de monde pendant un show. Tu sais, je l'ai vraiment rencontré, tu sais, moi puis lui tout seul. Puis j'y ai donné mes disques. J'ai donné mes disques de Gatineau. Puis c'est fou parce qu'à la fin, tu sais, il me serrait la main, puis là, je serrais la main de même, puis il a serré la main, puis il est venu me chercher avec ses yeux en voulant dire comme, regarde-moi, tu sais, comme, Ah ouais. de ce moment. J'ai capoté, man. J'ai capoté. Ah ouais? C'est clair, mon gars. T'as-tu jasé un bout avec? Un petit peu, mais tu sais, j'étais comme pas full en anglais, tu sais, j'étais pas moins bon en anglais, là. Fait que Ouais. j'étais moins jaseux. Mais c'est fou parce que j'ai donné les disques de mes formations. Fait que, tu sais, il y a mes Nice. enfants, man. Le Ad-Rock des Beastie Boys, il y a mes disques chez Eh eux. ouais! En plus, les autres faisaient du punk à la base, me semble. Ben oui. Ah ouais. Ah oui, non, je capote. Puis, tu sais, moi, je m'intéresse beaucoup au bouddhisme puis au zen. Puis ça vient justement de l'album Ill Communication. Ouais, je pense que c'est ça. Où est-ce qu'il y a une toune, l'avant-dernière chanson, ça s'appelle Bodhisattva Vo. C'est le vœu du Bodhisattva. Puis c'est Shantideva, c'est une espèce de moine bouddhiste qui a écrit, je pense, c'est 22 étapes ou 29 étapes, je ne sais pas trop, tu sais, comme pour atteindre l'illumination, il faut que tu commences par faire ci, ça. Puis, Bodhisattva Vo, c'est ça, c'est les textes de Shantideva que MCA a pris puis qui a mis en rap. Ah ouais? Ouais. Tu sais, dans la tune des Beastie Boys, il dit pas 1, 3, mais c'est vraiment toutes les étapes là, de ça. Fait que j'ai beaucoup. Ah, Chris, c'est intéressant. Mon band préféré à vie, man. Ouais. C'est fucking bon, les Beastie Boys. Ah, ouais. Ben, ça va faire, je sais pas, mais le 4 mai, c'est la fête de la mort de MCA, justement. Ouais. C'est ça. Demain, je vais faire un DJ set hommage à. Ah ouais? Nice. C'est quoi, tu vas dans le fond, c'est du DJ, tu vas pas slammer par-dessus? Ou? Non, c'est ça, je vais jouer les tunes. C'est parce qu'il y a le festival Grande Tribu. Ben, c'est drôle, le podcast va sortir après, mais le festival Grande Tribu à Mascouche, c'était censé avoir lieu à Mascouche, mais là, finalement, à cause du COVID, ça marche pas. Mais ils ont décidé de le faire en ligne. Ok. Fait que je vais mixer chez nous des tunes. Ah, c'est cool, ça. C'est cool, ce mouvement-là des artistes aussi. Tu sais, il y en a beaucoup, là, des festivals, puis tout ça, qui décident de faire une prog maison, puis tout ça. Puis il y a eu la grosse affaire avec que Lady Gaga avait parti, puis tout ça, là, qu'ils ont été, je sais pas combien, à participer. Là. C'est hot, c'est des belles vagues
Ben, tu sais, ça nous permet d'écouter de la musique aussi, puis du live. Puis c'est hâte de le voir que le monde se donne. Tu sais, c'est quand même compliqué là, de tout se setter pour faire du live, puis tout ça. Là, puis, Ouais, Christmas. Finalement, il y a quasiment tout le temps un délai, là. Je vois même pas comment c'est possible, esti. Genre, tu sais, quand, mettons du monde qui enregistre chacun leur track séparé, genre, pis qui le mixent ensemble, je comprends, mais tu sais, que tout le monde joue chacun leur bord chez eux, pis que ça sonne, qu'il n'y ait pas de délai, ça me fait capoter. Ben, il y avait ça l'autre jour après, j'écoutais Radio-Canada, là, les nouvelles, puis là, ils finissaient par ça, puis t'avais comme nous vous présentons tel chorale qui était sur Zoom, qui ont chanté Chris une chorale. Là, il était 25 en même temps, puis Chris, nous autres, on s'en rend pas compte, mais je suis sûr qu'il y a un décalage entre nous en ce moment, puis man, comment ils ont fait, ils chantaient en même temps, c'était complètement Ah ouais. Juste nous autres, il y a des bonnes connexions Internet, là. Ben, ouais, ben c'est sûr. Ah ouais. Hey, je me demandais tu sais, tu parlais, mettons, des fois que t'étais pas à l'aise de je voulais dire façon ou whatever. Le vidéoclip, t'étais à l'aise de le faire? Genre, tu sais, je sais qu'il faut que tu joues un peu. Tu sais, ton vidéoclip de Callis. Tabarnak. On en a parlé tantôt, c'est vintage. Vintage? Vintage, ouais. À l'aise? Oui. Ben oui, j'étais bien. Ouais, c'était facile. Dans le fond, je faisais juste rapper. Ben ouais, non. Ouais. Comment ça se passe, une journée de tournage de même pour un clip et tout ça? Ben, je sais pas, c'est un peu... quand on a fait Vintage, on a fait 2 clips cette journée-là. Le matin, on faisait Vintage dans un barbershop. Puis l'après-midi, on allait tourner dans la ruelle d'une place. Non, c'est quand même assez facile. On fait jouer la tourne. Ouais. Non, c'était facile. Des clips qui ont été plus difficiles. Dans le temps que j'étais dans le groupe Gatineau, on a fait un vidéoclip qui s'appelle Pawn Shop. Puis un autre qui s'appelle The Christ is Right. Puis ça, c'est bon, j'aime ça. C'est débile. Fait que Gatineau. Je vais aller en OD, mais écoutez ça. Yo, ben, écoute cet album-là, le deuxième album, j'ai fucking honte, là, je veux dire, je veux même pas que personne écoute ça, man. Ouais. Non, écoute. C'est vraiment pas bon, man. Ah, t'aimais pas ça? Ben, c'est parce que l'affaire, c'est que on a fait le premier album de Gatineau, on a gagné meilleur album hip-hop de l'année. C'était vraiment comme cool. Puis là, quand on a fini la tournée du premier album, ben, on a perdu un membre du groupe. Puis moi, puis le compositeur, ben, on s'est pas nécessairement vu ni parlé pendant un an de temps parce que moi, j'avais arrêté comme de consommer. Puis j'étais vraiment ailleurs. Puis je me demandais si je m'en allais. Fait que on s'est un peu perdu de vue. Puis je travaillais là 40 heures semaine dans une job. Puis en plus, je travaillais comme 25-30 heures de plus d'une autre affaire, man. J'avais pas le temps d'écrire, j'étais vraiment pas dedans, puis j'étais pas inspiré. Puis le compositeur du groupe, son père, genre, ça y a pris 1 an et demi à mourir du cancer, fait que c'était rushant, puis j'avais pas d'inspiration. Puis à ce moment-là, tu sais, avant, j'étais comme pauvre, j'avais du linge déchiré, j'avais les cheveux longs, j'étais sale, j'étais quasiment dans la rue. Puis là, le deuxième album, je me ramassais à... J'ai perdu 60 livres, je consomme plus de drogue, je me suis coupé les cheveux, puis là, je tripais sur Black Eyed Peas puis Justin Timberlake, puis je voulais que le son, ça soit ça. Puis je tripais sur Philippe Catherine en même temps. Catherine? Ouais. Ben, l'album Robot après tout, malgré tout, c'est un chef-d'œuvre, là. J'ai jamais écouté. Je sais juste que mon frère, de monnaie, était défoncé avec une de mes amies qui s'appelait Catherine, puis lui s'appelle Philippe. Fait qu'ils ont juste marqué leurs 2 noms. Ils ont fait ta gueule, il y a un Ben qui s'appelle de même. J'avais jamais entendu parler de ça, fait que je trouve ça drôle que tu name drop ça. Non, puis c'est ça. Puis les textes, j'étais pas là. Je savais pas comment écrire. Je voulais écrire des histoires. Puis, non, je l'ai réécouté. C'est malaise, là. Malaise total. Je fais une toune à un moment donné, genre sur les éjaculateurs précoces. Je suis comme, pourquoi je parle de ça, man? Là, c'est une merde, là. Mais non. Je suis sûr que t'es dur envers toi-même, mais en même temps, tu sais, n'importe qui, même tu regarderais, mettons, une vidéo de toi, il y a 5 ans. Même si ce serait pas de la musique, juste toi qui vis, là, 5 ans, c'est comme, pourquoi tu fais ça? C'est ta gueule. Non, mais c'était surtout dur parce que il fallait que j'écrive. Tu sais, j'arrivais chez nous à 1h du matin, là, j'essayais d'écrire. Le lendemain après-midi, je partais de Montréal en bicycle à pédale en plein hiver jusqu'à Laval. Puis là, j'allais enregistrer mes textes à Laval. Mais là, il fallait que je revienne à temps parce que je commençais à travailler à 6h. J'étais pas inspiré, je savais pas si je m'en allais, j'avais pas de vie, j'écoutais juste des films. Ça me tentait pas, c'était tough. J'étais pas dedans, man. Ouais. C'était comment? Tu parlais au début, je vais revenir un petit peu sur le début du podcast, tu parlais du graph puis tout ça. C'est quoi la culture ensemble,
du rap, du graph, est-ce que c'est gros connecté ensemble? Ben oui, ben, tu sais, moi, j'ai fait toutes les. Tu sais, le hip-hop, c'est 4 ou 5 éléments. Je me trompe tout le temps, tu sais, comme tu as le graffiti, tu as le beatbox, les b-boys, les breakers, le DJ, les MC, c'est ça, les 5 éléments. Moi, je les ai tous pratiqués. Je veux dire, je suis DJ, j'ai fait du beatbox, je rappe, j'ai fait du graffiti. Fait que j'ai pas mal tout fait ça. Fait que c'est ça, c'est important pour moi d'avoir fait toutes ces éléments-là du rap. C'est que moi, quand j'étais petit, j'ai commencé en 84, il y avait des films de rap qui sortaient, puis là, j'étais allé voir ça, puis j'ai commencé à faire du breakdancing. Là, plus tard, t'as-tu un chandail de Rush? Ah, moi? Ouais? Ah non, c'est Motley Crue. Yeah! Hey man, ça doit faire à peu près 12. Non, man, ça doit faire 13 ans que j'ai ce chandail-là. Puis Chris, il est encore beau, calé, je comprends pas. Ah ouais, non. C'est un de mes premiers bands aussi. Non, ouais, c'était bon. Mais c'est ça, j'ai tout le temps fait pas mal de rap. Puis en 87, 86, quand l'album License to Ill des Beastie Boys est sorti, puis Run DMC, Walk This Way, j'ai commencé à écouter ça, puis j'ai commencé à faire du beatbox. Puis là, c'est ça, plus tard, j'ai commencé à faire du graffiti, puis tout. Fait que pour moi, c'est important de. Ben, j'ai tout le temps baigné dans le hip-hop, là, tout le temps. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais, des gens, mettons, ils vont me regarder avec mon look, ils vont faire comment toi, t'es pas vraiment hip-hop. Ouais, mais moi, je suis un des rares quand même qui a pratiqué tout. J'ai fait du graffiti, j'ai fait des trains à canettes, j'ai fait du break. Ah ouais, Chris, tu rappais avant SP, calé, c'était hip-hop un peu pareil, là. Ben, j'ai commencé à rapper en 87. Pour vrai, là. C'est fou, mon gars. C'était crissement pas mainstream, là. Chris, c'était avant NWA, ça, tabarnak, là. Ouais. Non, c'est ça, puis. Tu sais, moi, j'avais déjà commencé à rapper. Tu sais, quand MC Solar a commencé à sortir ses albums, j'avais déjà commencé à rapper. Moi, les premiers raps que j'ai entendus, c'est Lucien Francoeur, Rappabilly. Puis il y avait une vieille tune aussi, ça s'appelle Chagrin d'amour. Le groupe, c'est comme Chacun fait ce qui lui plaît. Je pense que ça date de 82. Ok, je connais pas ça, là. Non, je connais pas non plus. Non, parce que j'ai tout le temps. D'ailleurs, la base d'un petit peu de vintage à l'os, c'est que ça m'a tout le temps fait chier que le monde justement me dit « Ah, toi, t'es pas vraiment hip-hop, ton look, Fait que c'est pour ça que je l'ai fait un album avec Org, je l'ai fait un album Boom Bap. Puis aussi Vintage à l'os, à la base, ça parlait du rap, ça parlait 1984, ça parlait que hey, moi, je faisais du rap dans le temps, back in the days des années 80, je suis vintage à l'os. Puis finalement, à un moment donné, t'écris, t'enlèves des affaires. Ma base, c'était ça, c'était pour dire tabarnak, tu penses que je suis pas un rapper, mais moi, tu sais, je veux dire, j'écoutais du rap, j'en faisais avant, comme Toué, puis ben du monde. Ouais. Mais c'est juste que, tu sais, le hip-hop, c'est l'art post-moderne par excellence, où est-ce que t'as comme plein d'influences. Fait que c'est ça qui permet d'être fort, tu sais, parce que moi, quand j'embarque sur un stage, quand j'embarquais sur un stage, je me prenais un peu, tu sais, pour Johnny Moldorard des Breastfeeders. Ok. Je connaissais un peu, tu sais, lui, il se promène partout. Puis je pensais à Joy Division aussi quand je montais sur un stage. Fait que moi, tu sais, ma spécificité vient du fait que, je veux dire, je tripe sur le théâtre allemand. Puis. Ouais. J'ai beaucoup de misère admettons, avec des fois les gens qui vont juste écouter du rap. Moi, j'écoute juste du rap. Ouais. C'est le fun d'aller chercher d'autres éléments ailleurs aussi. Ben, c'est ça, tu peux t'inspirer de plein d'autres affaires pour faire un autre style, là, dans le fond. Là. Comme, comme tu dis The Cure, puis tout ça, c'est sûr que ça s'est teinté dans ce que tu fais aujourd'hui aussi. Là. Ah oui. Ouais, c'est clair. T'as-tu déjà essayé de faire des Word Up? Je voulais en faire un l'année quand j'ai rencontré Org, un petit peu avant, pas rencontré en 95, mais quand on s'est revus, là, à peu près en 2016-2017, j'étais DJ puis promoteur pour l'événement End of the Week. OK. C'est un événement des Word Up? Non, mais c'est comme un événement de freestyle. OK. Puis, c'est ça m'a vraiment fait retriper. Puis je me suis mis à écouter beaucoup de Word Up sur YouTube. Puis je voulais vraiment participer. J'avais même écrit à Filigrane, hey, je pense que ça me tente. De moi du temps, tu me diras c'est quand. Ça me tenterait peut-être d'y aller. Mais je pense que je serais pas capable. Et émotivement, là. Ah ouais? Parce que. Ah, tu parles mettons de te faire rentrer dedans, genre? Ah ouais, je serais pas capable. J'aurais de la misère. Puis je serais pas capable d'être méchant. Je me sentirais mal. J'aurais tout le temps peur des représailles. Puis tout. Puis
Ouais. Même mon Ah, Facebook. c'est une grosse culture, pareil, ça, les Word Up et tout ça. Là. Ouais. C'est dans le hard, là. Oh, ouais. C'est Ben, Noah's Bar pendant 3 minutes, là, pis... J'avais des chums qui en faisaient, là, qui en ont fait une couple, là, Ben Flo, Impact, ils sont... j'ai trouvé hard, là. On était au secondaire, puis ils ont commencé à rouler un peu là-dedans, là, puis des fois, on les revoyait arriver le lendemain d'un bateau, puis il y avait mis une basse un peu, là, c'est comme tabarnak, mon gars, puis là, tu réécoutais ça par après, là, puis ouais, il y avait honte, là, de s'avoir fait ramasser de même aussi, là. Non, c'est dur. C'est dur. Moi, j'aurais beaucoup, beaucoup de misère. Mais j'en ferais peut-être si c'était des Word Up. Admettons, pas battle, tu sais, pas un contre l'autre, là. Ouais. Tu sais, admettons, tu faisais comme, OK, ben là, vous faites à croire que vous vivez dans une roulotte, puis là, vous écrivez un rap sur les roulottes, puis celui qui a fait le meilleur rap sur je vis dans une roulotte, je suis un white trash. Peut-être que j'aimerais ça, mais toutes les affaires de compétition, même je fais du slam, puis à la base, tu sais, j'aime ça beaucoup faire du slam, mais j'ai un peu arrêté depuis 1 an et demi de faire parce que le slam, à la base, c'est des compétitions aussi. Puis j'ai un petit peu arrêté parce que j'ai de la misère avec le pointage, puis l'idée de compétition, tu sais. Ouais. Comment ça se passe au Québec? Y a-t-il une grosse... c'est-tu bien populaire, le slam, puis tout ça? Y a-t-il une grosse communauté? Oui, ça commence à être de plus en plus populaire, puis ça commence à vraiment, vraiment être fucking bon. Puis moi, quand j'ai recommencé à en faire, ben, j'en faisais en 2007 avec Ivy quand il a commencé les soirées de slam en 2007, 2006. J'étais avec lui, je l'aidais. Puis maintenant, moi, je suis parti justement parce que la compétition, je trouvais ça dur. Puis je sais pas, je suis parti dans d'autres affaires. Puis quand je suis revenu en 2017, j'étais fucking bon. Puis j'ai eu des bons points de suite. Puis j'ai vu, à partir de ce moment-là, tout le monde est devenu vraiment, 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 vraiment fucking bon. Puis le calibre est rendu fucking haut. T'as des hosties de poètes. Puis c'est tout du monde différent. Tu sais, t'as une fille, elle parle de... Elle parle beaucoup, mettons, qu'elle était abusée quand elle était jeune. Puis c'est pas du rap. Il n'y a pas de rime. Il y a un autre... Il y a un gars qui s'appelle le Vieux Jacques. Lui, il fait des slams sur le fait qu'il est vieux. Puis c'est écœurant. Puis il a même fait un rap. Il a fait une version rap de Vintage à l'os, mais il y a 65 ans. Ah ouais. Une version, moi, c'est le rap du vieux schnock. Puis c'est exactement comme Vintage à l'os, mais lui, il fait comme j'écoutais Anita Barrette à Télémétropole, mais comme, tu sais, moi, c'est Vintage à l'os, mes affaires, mais lui, c'est comme 65 ans. You know, yo, en 1957, puis il rap, man, il y a 65 ans, man. Il y a un asti de couche, je suis comme, aïe, aïe. Mais c'est ça, mais il y a le slam, il y a un chapitre aussi à Chambly. Moi, je vais faire, je vais être porte-parole de Posa. Ouais, Posa, ouais. Sur ce démon, puis il y a des événements, beaucoup, là. Puis c'est ça, il y a plusieurs chapitres de slam. Ouais, je pense que ça se passe au Délire et Délices, les soirées slam. Ouais. Puis c'est ça, puis tout le monde se bat, chaque ville se bat l'une contre l'autre, puis à la fin, il y a une espèce de finale. Puis ça a vraiment le vent d'un voile. On donne de plus en plus d'ateliers dans les écoles. Non, ça se passe. Puis ce que j'aime de cette scène-là, c'est qu'il y a une compétition quand il y a les chiffres, mais il n'y a pas de compétition entre nous. Admettons, quand tu vas dans un ballon, la compétition, c'est souvent entre l'autre MC. Il y a comme une rivalité, mais tandis que là, il n'y a pas de rivalité parce que tu arrives, tu fais ton poème, puis même si t'es le meilleur, si le monde dans la salle, ils t'ont pas aimé, ils donnent des mauvais points, ben c'est pas de ta faute. Fait que si t'es meilleur que quelqu'un ou si t'es moins bon, c'est jamais de la faute de l'autre slammer. Fait que c'est une scène que j'aime beaucoup, puis il y a énormément de diversité. Il y a du monde de tous les horizons. Il y a un gars qui fait de la musique traditionnelle québécoise. Il joue de la mandoline, puis il vient, puis il fait des slams sur « Moi, j'essaie de croiser des filles. » C'est un peu humoristique, son affaire, genre? Ouais, mais c'est comme vraiment sérieux que ça en est drôle. Ouais. Ok. C'est quoi, vu que c'est un peu pathétique, ça devient drôle, mais ça se veut pas drôle, genre? Ou... Ouais, c'est ça, mais il y a plein d'affaires. Fait que c'est ça, il y a plein de voix différentes qui me font triper. Il y a une madame, elle s'appelle Tamara. C'est une Polonaise, puis elle parle de son amour du Québec. Puis elle était comme, je suis une gypsy, j'aime ça, je fais de la poésie. Oh, la lune qui vient me prendre jusque dans mon ventre et j'aime ça. Puis comme ça, là. Puis c'est moi qui débarque, yo, t'es-tu vintage, Alos? Non, je les aime. Quand je fais du slam,
c'est un peu émouvant, mais mon cœur vibre. J'adore cette scène-là. J'adore les gens qui sont là. Je me sens tellement bien dans cette scène-là parce qu'il n'y a pas de compétition, mettons, qu'il peut y avoir dans le rap, où est-ce qu'il faut tout le temps que tu sois dans ton persona de... T'as pas besoin d'être le meilleur tout le temps, puis c'est plus humain, mettons. Ben ouais, non, c'est trippant, puis c'est l'amour des mots. Ouais. T'as-tu un peu de... Par rapport à ta musique, ça rebondit-tu un peu en Europe et tout ça? Y a-tu des affaires qui se passent là-bas pour toi? Ben pas là, on était censé, tu sais, mon ancien booker, il nous avait booké, moi puis Org, justement, pour pouvoir nous booker en Europe. On s'est pas rendu jusque-là, mais moi, j'étais allé 2 fois faire les Printemps de Bourges avec Ghislain Poirier. J'étais un de ses rappers. J'étais allé avec Gatineau aussi. Ben, je dis ça, mais j'étais allé passer 4 jours à Paris au mois d'octobre. Puis c'était un atelier avec mon éditeur. On arrivait en studio, on était comme 8 chanteurs québécois, puis il y avait 8 chanteurs musiciens français. Puis à chaque jour, on était jumelés 3 personnes ensemble. Mettons 2 Québécois puis un Français, puis ainsi de suite. Okay. Puis j'ai monté 3 chansons, une chanson par jour. Ouais. C'est ça. Fait que là, j'ai une tune qui va être sur mon prochain album qui parlait... c'est drôle parce que j'ai écrit le texte 1 an avant, puis ça s'appelait Paris Hilton. c'est sur mon métier de DJ, là. Okay. Là, le refrain, c'est comme le dernier album marche pas, je collé Jobin. Je fais le DJ Aster avec mes 2 platines. Plein d'artistes s'y adonnent une fois qu'ils sont rendus has-been. Même Paris Hilton s'est rendu casse-pin. Je sais pas, j'ai jamais écouté ce qu'elle fait. Ça doit pas être super. Je pense qu'elle-même a jamais écouté ce qu'elle fait. Hein. Ouais, je sais pas, j'imagine qu'elle a comme 2 affaires en avant d'elle, puis il y a un autre DJ qui part qui a déjà mixé des trucs pour elle. Là. J'aime penser qu'elle fait juste play puis genre jouer au DJ. Là, mais... C'est exactement ça. Il y a une vidéo où est-ce qu'elle est filmée de dos. Ouais. Puis tu sais, tous les sites de DJ auxquels je suis abonné, ils l'ont mis. Puis tu le vois, là, comme quand t'es DJ, tu le vois à mix. Puis ces faders, ils sont comme fermés. Je sais pas, mettons, ces faders sont fermés. Puis tu vois qu'il y a juste une track qui joue sans arrêt dans un deck. Il n'y a pas de track loadé dans l'autre deck, dans son ouais. Ça joue. Puis à un moment donné, tu sais, il y a une tune qui monte et comme... Puis elle fait rien. Comme il y a une affaire qui est même pas branchée, man. C'est vraiment comme un DJ qui a dû y enregistrer un DJ set de comme 2 heures ou je sais pas, 50 minutes. Elle le fait jouer, mais elle mixe pas. C'était curieux. Mais ouais, mais c'est elle la première DJ à avoir été payée le plus cher, tu sais, dans l'histoire des C'est DJ. sûr. C'est ridicule, ça fait chier. C'est imposteur au bout. Là, on s'en crée du talent, ça l'air d'être là. Surtout qu'elle s'est fait un nom en faisant une crise de télé-réalité parce que son père avait des hôtels, câlisse. On s'entend dessus, là. Fait que déjà, depuis le début de sa carrière, ça tient à fuck all. Ouais, mais on est en l'ère du tout est là, tout est arrivé à partir de sa sextape. Ouais, c'est vrai. Je me suis déjà crossé en regardant ça. C'est ça. Ouais. C'est la seule chose vraie qu'elle a fait. Ben genre, une fois, là, elle était pas si cool que ça, sa sextape non plus, là, mais... C'est drôle, j'ai écouté le documentaire Nobody Speaks sur Netflix sur le sextape de Hulk Hogan qui est sorti il y a une couple d'années. Ah ouais? J'ai entendu parler de son sextape, mais... C'est fucking bon. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Tu sais, comme il poursuit, c'est le site internet Gawker qui ont mis la sextape. Puis là, ils poursuivent Gawker. Puis là, tu te rends compte que dans le fond, c'est pas vraiment Hulk Hogan qui poursuit Gawker. C'est plus une espèce de millionnaire que eux autres, ce site-là, c'est un gay, le gars. Puis il voulait pas que le monde sache, je sais pas comment dire, mais il voulait pas comme sortir du garde-robe. Puis eux autres ont fait comme, oh, ce gars-là, genre, he's fucking gay. Puis il est en tabarnak, puis il a rien fait. Puis il a attendu 7 ans. Puis quand le sextape de Hulk Hogan est sorti sur ce site-là, il a comme appelé Hulk Hogan en faisant comme, OK, man, on va faire à croire que c'est toi qui es fâché. Puis il a tout financé ça pour faire fermer. Puis le site, il n'existe plus, man. Puis les gars, ils ont fait faillite, là. Oh, ouais. Il y avait des affaires tellement malaisantes dans ce sextape-là. C'est quand son téléphone, il sonne, c'est une toune de sa fille qui joue. Non. Ah, je l'ai pas vu. T'as vu ça, toi aussi? Je l'ai pas écouté, non plus. C'est d'affaires.
C'est vrai qu'à un moment donné, il me disait à la fille, call me your nigger. Comme si, je sais pas pourquoi ça devient excitant pour lui. Là, clairement, il a l'air d'un raciste. Là. On s'entend le dude qui rentrait sur I am a real American avec une petite couple. Mais ouais, je vois juste ça drôle qu'il demande à la fille pendant qu'il faut call me your nigger. Ouais, pis c'est ça, c'était bien gros homophobe, pis tout. Ouais. Je pense qu'il y en avait 2 sextapes. Le premier, c'était pas trop pire, mais le deuxième, il voulait pas qu'il sorte parce que c'était comme pour ruiner sa carrière. C'était raciste, homophobe. Ah ouais. Dans celui-là, il fourrait sa fille, justement, Brooke. Ouais. Ouais. Mais elle voulait pas, là. C'était un viol, elle avait juste 9 ans. D'ailleurs, elle a fait du slam à cette heure. On est rendu loin. Non, mais je me demandais, j'ai jamais assisté à une soirée de slam. Je me demandais, est-ce que les réactions, c'est un peu comme un show de musique, genre quand le monde a fini, le monde a des réactions, ou ça va être plus comme. Tu sais, mettons, s'il y a de quoi de cool qui se passe, le monde réagisse pendant, genre. Ouais, il y a des. Il y a vraiment, pas des règles, mais il y a comme. Il y a un langage. Admettons, quand quelqu'un fait de quoi de vraiment hot, ils vont faire comme. Ah ouais? Avec des doigts, là. Il y a ça. Un petit de saut, un peu. Ouais, c'est ça. Il y a ça. Il y a plein de petites affaires, mais c'est souvent après que parce que les gens écoutent beaucoup, parce que c'est quand même assez important. Ouais. C'est pas mal ça, la réaction. Un de mes chums, il est travailleur de rue pour Posa, justement. Ah oui? Puis, il a m'emmené, il était à la soirée de slam au Délire et Délices, puis il m'écrivait, il dit, man, je comprends pas, tout le monde claque des doigts ici, là. Ah ouais, c'est ça. Il dit, c'est weird, là, il dit, je comprends rien. Pourquoi? Mais tu sais, quand t'es extérieur à ça, que tu connais pas le milieu un peu, ben, c'est sûr que tu as des drôles de réactions, là, puis il était, je comprends rien, pourquoi le monde claque des doigts, là, pourquoi ils applaudissent pas ou quelque chose de même, là. Quand j'ai commencé à en faire en 2007, personne faisait ça. Puis c'est quand je suis revenu en 2017, le monde a commencé à faire ça. Puis je suis comme, what the fuck? Puis j'ai été invité l'automne passé à animer une soirée de slam à Gatineau. Puis là, ils m'ont donné une feuille. Tu sais, à lire, tu fais comme bonsoir, vous êtes à la soirée. Puis là, ils disaient si vous aimez le show, manifestez-vous. Puis là, ils ont expliqué ce qu'il fallait faire. Puis c'est là que j'ai compris. Chris, je me suis rendu dans les meilleurs slammers au Québec en 2017. Je suis en 4e position. Good job, man. Mais je savais même pas ce que ça voulait dire ça. Puis je slammais, je suis comme Chris, arrêtez! Je comprends pas. Tu pensais que tu faisais des signes de gang, Ouais, non, c'est ça. Moi, j'ai déjà suivi les cours de relations humaines. Je sais pas si vous savez c'est quoi. Là. Ouais. En tout cas, t'as comme tous des trucs, tu te fais de quoi, puis il y a comme plein de phrases comme Christine, c'est rendu une sec, la slam. C'était comment animer ça? C'était-tu cool? Tu faisais-tu un slam d'intro, genre, puis... Ouais, je faisais deux slams. C'était tough parce que j'avais jamais animé de soirée, mais une chance, j'avais la feuille. Mais c'est drôle parce que j'ai réalisé le plus dur, parce que, tu sais, mettons, il y a une madame, moi j'anime, fait que là, tu sais, j'ai le micro sur un pied de micro, là, il y a quelqu'un qui arrive qui est plus grand, là, après, il y avait un adolescent qui venait. Fait que, dans le fond, la job d'animateur de slam, c'est de baisser le micro puis de monter le micro entre chaque personne. C'est ça. Ah ouais? Ouais. Après, ça doit être chiant, pareil, d'évaluer exactement où est-ce que la personne va arrêter. Ouais, non, ça devient drôle, mais c'est comme assez drôle. C'est ça qui est le plus difficile, mais c'est vraiment le fun. Mais quelqu'un qui m'impressionne beaucoup, Ivy, c'est celui qui a emmené le slam au Québec. Puis, asti qu'il anime bien. Ah ouais? Il me fait capoter. Des fois, là, c'est vraiment comme triste. La personne va lire de quoi. Puis là, lui, il va arriver, il va pogner le micro. Puis là, il y a tout le temps un punchline sur ce qui vient, tu sais, de se passer. Il y a toujours un callback. Ça. Ah, puis c'est fucking bon. Tu sais, genre d'affaire que moi, j'aurais pris 6 mois à écrire, puis ça aurait pas été bon. Lui, tout de suite, cloc. Il est vraiment comme... Il a du rythme, il est vraiment débile. C'est le meilleur animateur de slam que j'ai vu, là. Ah, c'est cool, ça. Ah, il est fucking bon. Ivy, là, il est tabarnak. Puis ça viendrait d'où, le slam, dans le fond? Je me souviens plus. Je pense que ça vient... Je sais pas si ça vient de Chicago, mais ça vient d'une place de même. OK. Ouais. Je m'attendais à... C'est un peu, c'est ça, c'est comme une joute. Dans le fond, c'est la parole libre un peu. C'est comme, je vous dis, ce qu'il faut, c'est que tu as 3 minutes pour faire ton texte, top chrono. Puis chaque personne doit avoir écrit son texte. Ça peut pas être quelqu'un d'autre qui écrit ton texte, puis tu l'interprètes, puis tu n'as pas le droit d'accessoires. Fait que tu fais vraiment ton texte, tu as 3 minutes, puis tu as 5 jurys qui sont trouvés dans la salle avant le début du show. Puis c'est souvent, mettons, tu sais,
du monde qui n'ont pas rapport avec les gens qui sont sous stage. T'sais, si t'es la blonde d'un des slammers, ben c'est sûr que ce slammer-là va avoir des bons points. Ouais. Puis tu as 5 jurys, puis les notes sont sur 10 avec des décimales, 9.9. Puis quand le slam est fini, ben les jurys montent le pointage. Puis la plus grosse note, ils l'enlèvent, puis la plus petite note, ils l'enlèvent. Fait que si tu mets tout le temps 9.9 à chaque fois, ça va jamais marcher parce que la plus grosse note, ils l'enlèvent pour faire une espèce de condensé. Ouais. Puis, admettons, tu as à peu près 10 ou 12 slammers qui se présentent un en arrière de l'autre. Puis là, il y a une pause. Puis les 5 meilleurs slammers de la première période repassent. Puis après ça, les 3 meilleurs de tout ça, les 2 meilleurs de tout ça s'en vont en demi-finale. Puis là, après, tu as les demi-finales, puis les finales. Ça, c'est tout dans une soirée, dans le fond? En une soirée, ouais. Fait faut que faut que tu aies genre quasiment 3 slams d'écrit pour être... Ah non, 2. 2? 2, c'est ça. Il y a la saison. Je sais pas combien que ça dure. Je pense que ça dure 10 à chaque mois. 10, il y a 10 rencontres. Puis après, les demi-finales, je pense que c'est 2 ou 3 rencontres. Puis après, tu as les finales. Puis après, moi, quand j'ai fait ça en 2017, les 4 meilleurs slammers de Montréal, là, on est allé à Rimouski. C'était le grand slam. Puis là, rendu à Rimouski, tu avais les 4 meilleurs slammers de Gatineau, de l'Outaouais. Tu avais les 4 meilleurs slammers de la Côte-Nord, les 4 meilleurs slammers dans le fond. Ouais, de Québec. Puis là, tout le monde s'affronte. Puis là-dedans, le meilleur slammer de ça s'en va à Paris représenter la Coupe du Monde. Puis, quasiment chaque année ou à chaque 2 ans, ben, c'est un Québécois qui gagne. Ah, ouais. David Goudreau, comment elle s'appelle? Amélie Prévost a gagné. Je me souviens plus que l'autre nom du gars à Québec. Mais moi, j'ai rasé de me rendre là en 2010, l'année passée. C'est ça. L'autre année d'avant, en tout cas, mais j'ai pas pu me rendre au Grand Slam parce que j'avais un show prévu ce soir-là avec Org. Puis là, maintenant, tu sais, ça fait perdre de l'argent à tout le monde. J'ai été obligé d'aller faire mon show, mais j'aurais pu me rendre en finale. Là, ah ouais, c'est fou ça. Ça doit être une pression de plus que tu avançais dans la compétition, genre à écrire? Ouais. Ouais. Ouais, c'est dur. Mais la première année en 2017, j'aurais pu aller plus loin que ça. Mais j'étais tellement pas préparé parce que moi, je venais juste faire des slams pour le fun. Puis là, bang, j'arrive, je fais Vintage à l'os, mais ce texte-là, il n'était pas connu, il n'était pas encore sorti, rien. Je ne savais pas si c'était bon ou non. Je l'ai fait, paf, meilleure note de la soirée. Là, je fais magazine pièce, meilleure note de la soirée, je suis comme tabarnak. Et là, je me suis ramassé en demi-finale, en finale. Puis là, je me suis ramassé en grosse finale québécoise, mais j'avais pas eu le temps d'écrire des textes de compétition. Ouais. Fait que j'ai pas pu me rendre loin, mais si j'avais eu un autre bon texte, j'aurais pu me rendre, plus loin, mais c'est fucking dur, là, parce que j'ai passé, pas cette année, mais l'autre année d'avant, j'ai écrit pour le slam, pour être en compétition, puis j'ai écrit vraiment avec l'idée de combat, puis d'être le meilleur, puis faire les meilleurs punchlines, puis j'ai quasiment fait une maladie mentale de ça, là, toutes les soirs à écrire pour être le meilleur. C'est tough, puis c'est pas cool quand t'écris pour être le meilleur, ou bien pour être en compétition. Ouais, c'est assez anti-artistique quasiment, là. Ouais, c'est ça, mais ça fait des crises de bon texte parce non, que c'est sûr, c'est sûr. Mais oui, il y a beaucoup de pression, puis je trouve ça dur parce que j'aime ça écrire pour le fun. La caca? Evid. Elle sonne vide, en tout cas. Ouais. Puis, c'est quoi on parlait, tu parlais d'un album qui s'en vient, puis tout ça éventuellement. T'as-tu une ligne directrice que tu suis pour ton album ou... Oui, ben, je veux mélanger un peu le folk puis le rap. Ouais. Plus plus chanter un peu aussi à travers ça? Ou? Ouais, en plus, tu sais, j'ai fait une couple de tunes, puis là, au lieu de juste rapper, ben je pogne la note, je chante un peu, je mets des harmonies. J'aimerais ça que mon album, on puisse aussi le jouer à la guitare. OK. Guitare acoustique sur le bord du stage. Tu sais, j'aime beaucoup, tu sais, des gens peuvent penser que c'est ironique aussi, mais j'aime beaucoup c'est pathétique. Il y a de quoi que j'aime dans ces pathétiques. Ouais. Des fois, parce qu'il est très simple, il s'adresse aux Québécois, il n'y a pas de flafla, il n'y a pas de phrases compliquées, c'est straight to the point. Puis il y a souvent des tunes justement où est-ce qu'il y a de la guitare acoustique. C'est ça, parce que moi j'aime ça le rap, mais je suis tanné qu'on me dise il est bon pour un rapper, j'aimerais ça vraiment, tu sais, avec Vintage Alla, ça a ouvert des portes, mais j'aimerais ça vraiment rentrer dans
dans la musique québécoise, un peu plus en tant qu'auteur, tu sais, être aussi l'égal, admettons, de Charlebois puis de Jean Leloup, mais c'est pas de la prétention, mais tu sais, comme faire de la vraie musique. Te démarquer. Ma ligne J'avoue, ça commence à être plus populaire au Québec aussi, du rap plus chanté aussi à travers ça. On en voit de plus en plus. Là. Ah oui, Plume, les colocs. non, mais même le folk pis le rap, honnêtement, tu sais, genre, pis honnêtement, je connais le rap, mais probablement qu'il y a des bands qui m'échappent, là, mais à part What It's Like de Everlast, pour eux, il n'y a pas grand tune, que je pourrais. Tu sais, c'est pas de quoi qui te fait beaucoup, pis honnêtement, je pense que ça a du potentiel, ça pourrait être vraiment cool. Ouais, c'est ça, comme Everlast puis tout, mais aussi, tu sais, dans les sujets, tu sais, je parle pas, mettons, je parle pas de clichés hip-hop, tu sais, ça, c'est vraiment parler comme, tu sais, du Québec, là, littéralement aussi, tu sais, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, tu sais, mettons, Caïn, tu sais, Chris, ça parle à tout le monde, tu sais. Ouais. Pas moi. Je vais pas écrire de même, mais tu sais, c'est parler aux Québécois moyens, puis de continuer à creuser le sillon que moi et Org, on a creusé un peu. Tu sais, à la fin de l'album avec Org, il y a la tune Rivière-du-Loup. C'est une chanson où est-ce qu'on parle des casse-croûtes à travers le Québec, puis on célèbre les petites cantines sur le bord des routes. C'est très québécois. Ouais, il n'y a rien de plus québécois que ça, je pense. Puis t'écoutes la tune, il y a de l'harmonica, puis il y a du banjo. Fait que ça, tu mets cette tune-là, puis il n'y a pas personne qui va faire comme « Ah, c'est du rap », on va faire comme « Ah, Chris, c'est une bonne chanson », puis le gars, il a l'air de chanter saccadé, tu sais. Il y a un peu à aller chercher aussi, là. Célébrer les petites choses cool de la vie aussi, il y a de quoi de charmant là-dedans, je trouve. Là. Ben oui. J'aime ça. Yes, ben gars, je pense que ça va faire le tour. Ça fait un peu plus qu'une heure qu'on est là-dessus. On va se laisser sur une tune ou deux que tu vas nous faire. Puis on se laisse là-dessus. Je sais pas si tu avais déjà une idée de ceux-là que tu voulais nous faire pour nous les présenter. Ou... Ben, j'ai fait une version remix de Ma voisine d'en bas, qui est sur l'album avec Org. J'ai réécrit le texte au complet. Suite à avoir étudié à l'école de l'humour aussi. Puis il y a des choses, justement, tu sais, sur l'album, à un moment donné, il fallait se dépêcher. Puis il y a des affaires que je voulais dire. Je voulais faire un couplet 3 qui raconte quelque chose. J'ai pas eu le temps. Fait que là, vu que j'ai le temps, ben, j'ai complètement réécrit le texte avec des punchlines. Là. C'est cool, ça. Je veux faire. C'est good. Tu voulais-tu reploguer aussi ta compagnie d'affichage? Je sais que tu as une compagnie de... C'est à l'affiche Montréal. Tu peux aller sur Facebook puis sur Instagram. Je mets des posters, mais c'est ça, tout est à l'arrêt. Là. Ouais. Ça, moi, je dépends de mes shows, puis je dépends des shows des autres pour vivre. Là. Il y a comme... il n'y a plus rien. Là. C'est ça. Grouillez-vous, la ligne, elle s'allonge, les chums. Là. Allez-y. Puis c'est ça, ben, je fais partie aussi, m'associer avec tixigo.com. C'est une billetterie spéciale. Fait que là, je me lance un peu là-dedans avec du monde là, de Mirabel. Fait qu'il y a pas mal ça que je vais faire. J'ai pas encore commencé trop, mais je vais commencer bientôt à travailler pour ça, là, être mon patron encore une fois. C'est cool, ça. C'est ça qu'il faut aussi. Ouais, c'est le fun. Puis, fait que c'est ça. Fait que suivez-nous partout. Toi, Marco, tu veux-tu plugger On se barre on se barre le casque si c'est du monde qui veut écouter. Alex, à Star est rendu collaborateur depuis, Chris, ça fait déjà 2-3 mois. Ouais, 2-3 mois. On entend de quoi? On se barre le casque. On se barre le casque, ouais. C'est un podcast. C'est un podcast humoristique. C'est underground, là, vu qu'on est. On n'est pas connus, mais ouais, ça, on reçoit souvent des humoristes de la relève, puis tous les calibres. Avec le confinement, justement, c'est cool. Il y a du monde avec un peu plus de notoriété dans la relève qui ont rien à crisser, fait que ils viennent. Ouais, non, mais on a super du fun à faire ça, puis moi, j'encourage le monde à écouter. Moi, en tout cas, je considère que c'est de quoi que j'aimerais consommer, fait que je peux pas me vanter. Moi, je trouve ça bon. Peut-être que vous allez aimer ça. Je vais aller liker, je vais aller vous suivre, parce que c'est ça. Moi, je pense que, tu sais, sur mon Facebook, mon Instagram, je suis toute la scène humoristique au Québec. Ouais? Ben oui. Yes, mais t'es revoir ça, tu c'est trash, c'est le fun, c'est 5 gars qui ont du fun, là, en gros. Là. Ouais. C'est nice and easy, là. Moi, parce que j'ai beaucoup de plaisir à le faire, puis ben écoute, si t'as le goût d'écouter, moi, je serais bien content.
Ben là, je check sur Facebook. Non, ça marche pas. Ouais, 11 beurre le casse. Tu beurres. Ouais, S-B-E-U-R. Ouais. Allez liker ça. Je vais même vous le partager sur ma page. Ta gueule, t'es fin. merci. T'aimerais-tu ça passer sur notre podcast? T'aimerais-tu ça passer sur le podcast? Chris, ben oui. Ben ouais, on va t'inviter. On se réécrira, là, puis... Normalement, je paye la bière, là, ça va être un peu plus difficile. Au pire, je peux passer en avant de chez vous, te laisser une petite caisse, puis... Non, je bois même plus. Moi, je bois plus. Ah, tu bois plus pas tout? C'est vraiment une de mes tunes, ça s'appelle Depuis, je bois plus. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est cool, ça. Ça fait longtemps que t'as arrêté? Ah, ça fait en 2009. Ah ouais? Ah, good job, man. Good job. Ouais, ben, c'est ça. Marco est pas capable. Ça fait une couple de fois. Moi, je suis pas capable. Ça se fait peut-être à ça un jour dans ma vie, là, moi, avec arrêter de consommer, mais pour l'instant, ça me fait peur. C'est sûr que c'est tough, là. Mais je dis pas que j'ai tout arrêté, j'ai juste arrêté de boire. Ah, ok. Pas encore de la coke ici. Non, c'est ça, c'est... Non, j'étais juste comme fucking plus bien. Mais c'est ça, comme je disais tout à l'heure, tu sais, comme ça a été difficile parce que le premier album de Gatineau, tu sais, je buvais, je faisais des shows, j'étais fucked up. Puis, je disais des hosties de conneries, mais le fait que je sois comme tout le temps sous, j'étais un peu personnage comme fucked up, c'était cool. Puis là, bang, je me ramasse, il faut que je fasse le deuxième album. Je suis rendu fucking straight, je veux plus de ce que j'ai fait avant. Puis si je dis des conneries, le monde va faire comme Asti, il est con pour vrai, c'est pas parce qu'il est alcoolique, tu sais. Ouais. Ça a été très, très difficile. Mais écoute, ça m'a sauvé la vie. Je me suis mis à faire du basic. Je suis content de plus boire. Là. J'ai le goût de boire. J'ai même pas fait de meeting. Je fais Asti, moi, j'étais carré. Là, que j'ai arrêté pas de meeting, pas de thérapie, rien. Ah, mais tant mieux, man. Parce que tu peux être fier de ce que t'as accompli. C'est fou, en fait. C'est difficile, man. Puis, c'est énorme, mon gars. Man. Félicitations. Bon, c'est notre positive. Yes! Fait que, on se laisse sur ta chanson, puis on se repogne une autre fois, tout le monde. Fait que, bonne semaine! C'est le moment de l'année où la sève colle aux arbres. À cabane à sucre, y'a du sirop d'érable. C'est temps d'enlever ton tempo puis déneiger le deck. On aime ça sucrer le bec. Ici au Québec, tout le monde dans le parking de l'érablière. Dans le coffre y'a une caisse, on boit de la bonne bière. Cette année, c'est pas moi, un chauffeur désigné immanquablement. Ça va soigner. Y'en a qui sont à Vic, Montréal à Saint-Calix. Les gens prêts à tuer pour l'arrêt de Christ. Ça vendra le même des saucisses dans le sirop. Si t'es ton bougera, là on va se mettre gros. Ah ouais, pépé, sur le violon du placard. Amène-moi une bière pis des rôles le prélat. Autour d'une bonne table, toute la famille s'assemble. Si c'est pas On se reverra en décembre. En caravane, allons à la cabane. Bouge de go, pas pressé, pis j'y vais en bécane. Que tu viennes d'Havane, nous venons de Manhattan. On se retrouve toute la gang comme des toxicomanes. Accro sirop, tout le monde arrête l'âme. Parle-en cuistot, ils sont jeunes padawan. Les vapeurs qui émanent dans la cabane, à boucan, faut que les esprits se calment. Dam-di-di-di-di-dam. As-tu du feu? Non, j'ai du sirop d'érable. Ça tout a tué, j'en ai partout dans la barre. La bête pleine de bine, du grand plein babine. Des œufs du bacon, une petite shot de gin. Les femmes d'un bord, les hommes de l'autre. Line up au bar, flacon dans le côte. Une gorge de fort, un rum and coke. Si tu fais le pas tout à l'heure, Ben ça sera de ta faute. On sort le caribou, laisse tomber tabou. On se noie des vapeurs, de l'eau d'érable qui boue. On infuse l'arbre, la feuille à racine. Au Québec, la cuisine, c'est pas juste la poutine. C'est l'endroit de la province, c'est une richesse naturelle. J'en ferai des pipelines de New York à Sorel. Y'aurait du sirop partout ces tables. je ferais même pousser une sorte de weed à l'érable. Bouge de go, pas pressé, pis j'y vais en bécane. Que tu viennes d'Aval, nous venons de Manhattan. On se retrouve toute la gang comme des toxicomanes. Accro sirop, tout le monde arrête l'âme. Parle-en cuistot, ils sont jeunes padawan. Les vapeurs qui émanent dans la cabane, à boucan, faut que les esprits se calment. Dam-di-di-di-di-dam.
soirée. La tisse à l'ail. On se retrouve autour de la table avec nos petits bâtons. Puis en rose relax, on veut pas de petits motons. Laisse mettre d'en face, la tire d'un cheveux, tombe en enfance. On est-tu là un niaiseux? Ça reste entre nous autres, on n'a pas peur des fous. On finit par oublier le monde autour de nous. Swing la caisse de 24 dans la boîte à bois. J'ai dit bon tabac d'orchestre pis t'en auras pas. Comme à fin d'Astérix, toutes les familles sont réunies. Tant qu'il y aura du sirop, les différences sont abolies. Fait qu'à wake de paix, réchauffe le char, on repart. Une c'est vos bières, on se fait mettre dehors. C'est pas créable, Moi, je fais ça à tous les semaines. mais faut croire c'est pas possible, on s'en verra l'année prochaine. En caravane, allons à la cabane. Bouge de gourde pas pressé, pis j'y vais en bécane. Que tu viennes d'Aval, nous bedons de Manhattan. On se retrouve toute la gang comme des toxicomanes. Accro sirop, tout le monde arrête l'âme. Parle-en Christo, ils sont jeunes Padawan. Les vapeurs qui émanent dans cabane, à boucan, faut que les esprits se calment. Une petite shot de gin. Dum dee 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 dum. Orc pis moi dans une vanne, vers Rivière-du-Loup. On voit pas fin de la vin, de la route y'en a beaucoup. Rouler d'un gens à l'égaré, ça donne une fin de loupe. On va chez Dixie parce que pas tout ça chez nous. Chaque petite localité, à chaque coin de la map, a toujours son casse-croûte ou son roi de la patate. On se rappelle rarement comment ça s'est passé l'autre nuit. On s'en souvient la main si le bacon n'était pas cuit. Autant c'est des grandes chaînes, tant que tu suis l'autoroute. Mais quand tu sors des tyrans, on tombe vite sur des casse-croûtes. L'Amérique profonde, c'est pas rien qu'un enfant de distance. C'est là ce que des cantines, pas le où ce que des distances. Work pis moi back on the track pour la bonne cause, de village en village sans arrêt sans prendre de pause. En Beauce, on peut dire que le secret est dans la sauce. Y'a pas de meilleur hot chicken from coast to coast. Y'a de bus tout blanc sur la route de Berthier-sur-Mer. Y'a le casse-croûte chez Oscar où le G sont populaires. Sorti de notre époque, il s'en fait plus de la sorte. C'est comme un Twilight Zone, le spot est fait des jalouses. Quand on parcourt le territoire, sans regarder dans le miroir, on se laisse guider par les effluves des fast-foods du terroir. En tout cas, jamais déçu, qui ont fait des découvertes. C'est au casse-croûte du pêcheur que j'ai mangé de guettilles aux crevettes. Pis moi toujours d'avant, direction cette île. Ici y'a plus d'expression, le dernier il venait de la ville. J't'en manque de caféine, ça prend un énergie drink. J'prends un mauvais café à la cacacacine du king. Toujours un peu plus loin, aux quatre coins de la province, la monarchie de la patata, son roi, sa reine, son prince. La serveuse s'appelle Rita, pis elle est ben familière. Oh que ça pogne avec les colas, pis moi une poigne de tourtière. C'est comme à maison, c'est la bonne franquette. C'est on mange avec nos doigts, pas besoin de fourchette. En allant manger là, on encourage le commerce local. On sauve sur le portefeuille, pis c'est bon pour le moral. On tour, c'est comme le jour de la marmotte. C'est toujours les mêmes stops, toujours les mêmes gargotes. C'est un road trip gastronomique, c'est pas juste pour la musique. C'est pour voir du pays, pour rencontrer notre public. On the road again, j'ai dit oui à la peine. Grosso modo fait plein de hot dogs à 57. Pendant que Radio fréquente les meilleures tables, nous on va des boui-boui où l'ambiance est familiale. Qu'est-ce que tu veux, c'est ça qu'on aime. En plus on sauve ses vertièmes.
prend pour toi service pour te remplir la bédaine. Y'a pas de niaisage ici, Christ instant de patate frite. Ton assiette arrive tout de suite, pis ta t-shirt aussi vite. On est pogné dans un loop, vers Rivière-du-Loup. Quand t'as eu le fin de loup, tu tombes dans la gueule du loup. On est pogné dans un loop, vers Rivière-du-Loup. Quand t'as eu le fin de loup, tu tombes dans la gueule du loup. On est pogné dans un loop, vers Rivière-du-Loup. Quand t'as eu le fin de loup, tu tombes dans la gueule du loup. On est pogné dans un loop, vers Rivière-du-Loup. Quand t'as eu le fin de loup, tu tombes dans la gueule du loup. On est pogné dans un loop.